Donc, je ne sais pas à qui je m'adresse par vous, donc je m'adresse au moins à une salle où il y a des personnes présentes. Donc, on accueille ce soir Céline Giton, qui est éditrice et qui est la troisième éditeur qu'on rencontre dans le cadre du club littérature de Sciences Po Luni. Voilà. Céline a créé sa maison d'édition indépendante en 2019, la Ligue des Blancs, et elle va nous en parler ce soir. Et sans plus tarder, je lui passe la parole. Oui, merci beaucoup au club littérature de m'avoir invité à venir parler de cette petite maison. Donc j'espère que l'exemple que je vous donnerai va vous intéresser et nous aider à nous poser des questions ensemble, peut-être sur l'édition d'aujourd'hui. Donc peut-être pour vous resituer d'abord, pour commencer un peu mon parcours, ce qui m'a conduit finalement à créer la maison d'édition. Quand j'ai fini mes études, j'ai fait des stages dans des résidences d'écrivains, dans des festivals littéraires. Le livre était déjà très présent dans mes projets professionnels. Et j'ai trouvé comme premier poste un poste d'administratrice à la maison de Jules Verne à Amiens. Et alors, là-bas, je m'occupais donc d'administration, mais aussi de toute une partie littéraire. Je m'occupais du fonds documentaire et aussi de l'édition et de la publication de la revue Jules Verne, qui était une revue semestrielle. Donc, pendant les 5 années que j'ai passées là-bas, j'ai donc fait coordonné 10 numéros. Donc, ça m'a déjà donné une première approche de l'édition, alors à travers une revue, mais il y avait des questions de diffusion. À l'époque, on était diffusé par des belles lettres. Enfin, voilà, donc j'ai commencé à connaître un petit peu ce monde-là, à voir un peu comment ça fonctionnait. Est-ce que tu peux me dire en quelle année c'était? Parce que le nom de l'édition change. Donc là, c'était entre 2004 et 2010. Voilà. Et l'année 2010. Voilà. Et puis donc, pour des raisons politiques diverses et variées, la maison de Jules Verne a changé de mode de fonctionnement. Elle est passée d'une délégation de service public à une régie directe. Donc là, moi, je faisais partie de l'association qui gérait la délégation de service public. Du coup, ce que moi je faisais autour des colloques, autour de la revue, n'intéressait plus la mairie en tant que mairie qui gérait un musée et qui s'occupait surtout de l'accueil public. Donc, je suis allée voir ailleurs. Donc, je suis passée par plusieurs festivals littéraires. C'est la musique municipale? Oui, chez les municipales. Puis vous étiez associé au centenaire, à l'événement, aux événements moi, partagés avec les Nantais. Voilà. Juste avant, je suis arrivée 3 mois avant. Voilà, donc il y avait matière à faire un certain nombre de choses. Voilà, et je dirais que là, et Nantes, où il y a le musée Jules Verne, et Amiens, où il y a la maison de Jules Verne, on avait tous les deux fait grosse erreur d'évaluation. Et du coup, le musée et la maison étaient fermés en 2005 pour l'année des commémorations, parce que les travaux avaient été retardés des deux côtés. Et donc, du coup, justement, il a fallu rattraper ça et faire beaucoup d'événementiels et autres à côté, pour ne pas décevoir tous les gens qui attendaient beaucoup de choses. Donc, on avait par exemple fait une grosse exposition dans un lieu à côté, on avait développé d'autres activités, spectacles et autres, pour pallier aussi la fermeture de la maison, qui a rouvert en fait en fin d'année 2005. Donc voilà, donc en 2010, je repars dans des aventures littéraires, mais plutôt des festivals, des choses comme ça. Et je finis par le festival Lettres d'automne à Montauban. Donc là, il n'était plus question d'édition à ce moment-là, sauf que l'expérience a... je me suis assez vite séparée du festival. Et à ce moment-là, nous avons acheté avec mon mari en fait, une grande maison qui était séparée en deux. Et tout de suite, nous avons eu l'idée d'y faire une résidence d'écrivains. Parce qu'on avait déjà accueilli beaucoup d'écrivains en résidence dans nos carrières professionnelles respectives. Et donc, on s'est dit que ce serait une bonne idée. Ah, à Montauban. Voilà, près de Montauban, tout à fait. Le nord de Corse, un petit village en Tarn-et-Garonne, au milieu de la campagne. On s'est dit que c'était un beau lieu pour créer, pour se concentrer sur son travail d'écriture et ne pas se disperser. Plaisir sur 20. Donc là, au lieu de chez Breuil, il n'y a qu'à travailler. Donc voilà, donc la résidence existe maintenant, on l'a fondée finalement en 2014. Donc, ça fait alors, étant donné l'aspect campagne profonde, etc., on essaie plutôt d'accueillir les gens à la belle saison, parce que c'est quand même le cadre le plus agréable. Donc, on fait la résidence surtout au printemps et à l'automne. Les résidences d'une semaine? Alors, maintenant, au début, nous étions moins souples parce que nous étions partis tout de suite sur un partenariat avec le Centre national public, et donc on suivait leur mode de fonctionnement, qui était notamment pour avoir une bourse, il fallait faire 2 mois de résidence. Donc, au début, la plupart de nos résidents venaient 2 mois.
Et puis ensuite, désormais, ils ont assoupli. Alors, on ne passe plus par le Centre national du livre. Mais éditer plusieurs livres. Oui, normalement, c'est 2 livres à compte d'éditeur. 2 livres à compte d'éditeur, ne pas avoir reçu de bourse dans les 3 dernières années. Enfin, il y a tout un tas de critères. Mais de toute façon, le sine qua non, c'était 2 mois. Et c'est vrai que nous, ça faisait long pour un certain nombre de gens qui ne pouvaient pas forcément venir 2 mois. Et maintenant, ils ont changé leur manière de fonctionner, c'est à partir de mois. Voilà. Quels écrivains viennent à cette résidence? C'est régional? Non, nous, on a. De l'étranger? Non, alors on a eu beaucoup d'auteurs français et étrangers. On a essayé de panacher les deux. De par notre expérience à Vancouver, on est du réseau des lettres européennes. Donc, on avait accès aussi à un grand nombre d'auteurs étrangers qu'on connaissait déjà plus ou moins ou qui nous ont conseillé. Le principe du réseau des lettres européennes, c'est des universitaires. Et ce sont donc des spécialistes de toutes les littératures de l'Europe, l'Europe au sens large, l'Europe du Conseil de l'Europe, pas de l'Union européenne, donc avec beaucoup plus de pays. Et donc, ils ont des espèces de référents dans chaque université de chacun de ces pays. Et donc, il suffit de s'adresser à ces référents, nous, pour avoir des noms d'auteurs qui pourraient être susceptibles de venir, qu'est-ce qu'ils nous conseillent, avec un certain nombre de critères, notamment, si possible, qu'ils soient francophones. Heureusement, un grand nombre d'auteurs dans le monde sont francophones, donc effectivement, c'est vrai qu'on fait aussi des interventions, des rencontres, des manifestations. C'est plus simple quand les auteurs sont francophones, ou au moins. Enfin, voilà. Et puis, donc, après, voilà, la résidence s'est mise en route. On n'a pas fait d'édition au début parce que voilà, c'est sous forme associative et ce n'était pas forcément l'objectif. Et puis, est arrivé un jour où Jules Verne m'a rattrapé. On m'a proposé de faire en fait des commissariats d'exposition et j'ai fait une exposition notamment sur les femmes dans l'œuvre de Jules Verne, sujet assez connu, alors qu'il y a de nombreuses femmes intéressantes. Et donc, j'en ai fait un livre. J'ai cherché un éditeur. Et je n'en ai pas trouvé. Alors que j'avais donc l'exposition qui se préparait, voilà, donc je pensais avoir des arguments, je viens d'être en compteur. C'était un livre qui était un essai, donc c'est celui-ci, qui était un essai à la fois, qui n'est pas un essai littéraire, de critique littéraire, qui ne correspondait pas aux critères dans les maisons d'édition sur des études d'auteurs, et en même temps, ce n'était pas non plus une biographie, parce que c'est vraiment voilà, une étude sur les femmes. Donc je ne sais pas si c'est ça qui fait que je n'arrivais pas à trouver. Et l'exposition a touché un point. Au départ, c'est comme ça que s'est fait la maison d'édition. Je me suis dit, je ne vais quand même pas louper l'occasion, c'est le moment de sortir le livre. On va avoir un certain nombre de moments. L'exposition, pardon, était au musée Jules Verne de Nantes et elle a duré pendant 1 an. Et donc, du coup, j'ai créé la maison. Je me suis dit que pour simplifier les choses, administrativement, j'allais la faire sous forme d'auto-entreprise, au moins pour commencer. Et quand j'ai coché les cases, je me suis aperçue qu'on me proposait édition de livres ou auto-édition. Et là, tout de suite, j'ai pensé, non, je ne fais pas de l'auto-édition. Puisque je crée la maison, je vais publier d'autres gens, je vais faire d'autres choses. J'ai coché la petite case édition de livres. Et, voilà. Et c'est à partir de là que tout a commencé. Et je me suis dit, voilà, des gens, des auteurs qu'on reçoit, par exemple, à la résidence d'écrivains, soit qui sont des étrangers, ils ont toujours une certaine reconnaissance, puisque sinon, ils ne seraient pas arrivés jusqu'à nous. Pour avoir les bourses, il faut qu'ils aient aussi au moins un livre publié en français. Donc, c'est qu'ils ont quand même déjà un livre traduit. Malgré tout, un certain nombre d'entre eux ont parfois, par exemple, beaucoup de livres traduits en anglais, mais pas forcément en français. En France, du coup, je me suis dit que je pouvais aussi peut-être leur proposer voilà, de publier des textes qu'ils auraient, ou enfin de traduire des textes déjà publiés. Je sais pas, donc il y a plusieurs projets en cours comme ça. Et puis, parmi d'autres poètes, voilà, par exemple, cet auteur-là, Sam Sadreux, qui était un poète en fait qui bizarrement publie très peu, qui fait de la poésie, qui vit la poésie, mais qui en fait ne publiait très peu de textes. Et du coup, je lui ai dit, ben voilà, je le connaissais personnellement, et je lui ai dit, c'est dommage, tu fais de très belles choses, c'est dommage de ne pas les publier. Il est sur le spectacle vivant, il est aussi comédien, donc il fait beaucoup de performances en scène, et il ne publiait pas forcément les textes. Voilà, donc du coup, ces deux-là, voilà, ont vu le jour, notamment avec le confinement, qui lui a permis il a surtout permis des cyclistes de faire du vélo, de faire une très grave chute et de se retrouver à l'hôpital pendant 2 mois, pendant le confinement. Du coup, il en a enfin profité pour écrire Odyssée, qui était le deuxième livre de la maison. Et puis après, il m'a fait une suite finalement, King of Mountain, 6 mois plus tard. Donc petit à petit, la maison, voilà, c'est faite comme ça au gré des hasards et des circonstances, voilà, avec différents types de textes. Et donc, le souci avec ce genre de système, vous voyez, c'est que je n'étais pas partie avec une idée préconçue. Donc, je me retrouve avec de la poésie, un essai, un roman,
et puis 2 albums jeunesse. Ce qui donc complique beaucoup les choses. Je m'en suis aperçue petit à petit en fonctionnant au niveau de la diffusion, de la distribution, puisqu'au départ, c'était donc, voilà, c'était donc un peu comme ça sur le tas. Et puis bien sûr, j'ai eu envie de professionnaliser quand même les choses. J'ai suivi des formations, j'ai voulu chercher un diffuseur professionnel. Et c'est là que les problèmes, si j'ose dire, que les difficultés commencent. Parce que là, on m'a dit, non mais voilà, vous avez déjà des livres totalement différents les uns des autres. Alors, évidemment, je ne m'étais pas posé cette question-là, vous voyez. Mais évidemment, ils ont des commerciaux qui vont, par exemple, vendre tous les albums jeunesse de la maison d'édition dans une librairie jeunesse spécialisée, et puis tous les livres universitaires dans une librairie spécialisée universitaire. Et il ne prend pas sous son bras tous les livres éclectiques, et puis il fait tout le tour de toutes les librairies. Et du coup, ça les intéresse très peu, parce qu'en fait, il faut qu'ils les dispatchent entre différents... dans différentes catégories, pour un chiffre d'affaires qui, vous l'imaginez bien, très faible. Et donc, on m'a très clairement dit que ça ne m'intéressait pas. Et encore, il a fallu relancer, ne serait-ce que pour avoir une réponse négative. Voilà, donc j'ai fait le tour des principaux diffuseurs, il n'y en a pas énormément, il y en a beaucoup moins pour l'édition. Et du coup, j'ai compris que le système ne suffit pas comme ça. Et d'autant qu'après, en me spécialisant, j'ai vraiment compris qu'il fallait faire de très beaux tirages, qu'il s'agissait d'en avoir vraiment des centaines pour pouvoir les intéresser, des centaines d'exemplaires de chaque livre, qui puissent les mettre partout dans les librairies, sachant qu'on a donc un taux de retour au bout de 3 mois qui est grand, donc la majorité partie des livres finissent au pilon. Donc ce système me semblait quand même un peu aberrant dans soi. Et d'ailleurs aujourd'hui, je ne sais pas si vous suivez l'actualité du monde de l'édition, c'est une question qui est beaucoup pensée aujourd'hui, beaucoup travaillée sur l'écologie du livre, qu'est-ce qu'on fait avec aussi la hausse du prix du papier, et puis les questions de pollution face à ce système, puisqu'on crée beaucoup de livres, on utilise beaucoup de papier, ensuite il faut les stocker, ça pose beaucoup de problèmes de coûts et de logistique, et après il faut les envoyer, les diffuser, ça fait beaucoup de transport, l'essence, etc. Et puis ensuite on les renvoie normalement en plus gratuitement, donc c'est des éditeurs que de toute façon ça revient. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? Soit on les restocke et on repaye, soit on les met au pilon et les détruit. C'est un système qui pose question et qui, effectivement, souvent le monde de l'édition nationale réfléchit à ces questions depuis déjà maintenant 1 an ou 2. Il y a pas mal de réunions à Paris et ailleurs aussi. Et donc, moi, avec ma maison d'édition, j'ai adhéré au réseau des éditeurs indépendants, comme on les appelle en région, en Occitanie. Donc, vous avez des associations comme ça en général dans presque toutes les régions de France. Et donc, ça fait quoi? Ça doit faire quelques mois, ça doit faire 6 mois, 1 an, que ça y est, un embryon de fédération vient de se créer. Donc, pour essayer d'être face au syndicat national de l'édition, donc au SNE, parce que les enjeux portés sont un peu différents. Et donc, c'est aussi pour faire entendre la voix de l'édition indépendante, avec aussi des idées qui reviennent régulièrement au ministère de Paris et qui ne sont peut-être pas, qui n'arrivent toujours pas, comme par exemple le prix, je ne sais pas si vous avez suivi la grande question. La grande demande des éditeurs, des libraires et de tous les acteurs du livre en général qui concerne les envois postaux, les tarifs des envois postaux. Parce que donc effectivement, les grandes maisons d'édition n'en ont pas forcément besoin parce qu'elles ont déjà des tarifs très préférentiels vu le nombre d'envois qu'elles font par an. Donc elles ont des tarifs professionnels de n'importe quelle grande entreprise. Les petites maisons d'édition qui font un très petit nombre d'envois. Je ne sais pas aussi si vous êtes au courant qu'il y a vraiment des tarifs très intéressants, préférentiels pour le livre pour certains pays. Donc, quand j'envoie un livre en Allemagne, ça me coûte 3 fois moins cher qu'en France. Donc, parce qu'il y a un accord tarifaire entre la Poste et l'Allemagne depuis très longtemps, et il y a un tarif livre qui est très intéressant. Si tous les livres pouvaient être au tarif de l'Allemagne, c'est 50 000. Voilà. Il y a eu une discussion avec la Poste là-dessus. Le problème, c'est que la Poste, la Poste attendrait plutôt quelque chose du type du gouvernement, une directive, une loi, quelque chose. Oui, on attend que l'État donne le feu vert. Oui, la Poste ne fait rien par soi-même. La Poste, je suis bien d'accord, pourrait tout à fait faire un tarif livre. Après, je pense qu'un tarif livre qui serait professionnel, parce qu'effectivement, il faudrait probablement justifier du fait d'être un professionnel pour pouvoir l'utiliser. Mais enfin, pour l'instant, ça fait des années qu'on en parle. Ça reste... Oui, comme on est en France, on attend que l'État sonne le feu. Ou alors il faut en tant que professionnel avoir un compte professionnel, mais ce n'est intéressant que si vous avez un nombre suffisant d'emplois en fait.
Et donc là, j'en arrive au fait que justement, quand on n'a pas vraiment de diffuseur ou de distribution en librairie, donc comme c'est mon cas, on rabat en règle générale sur les services. Là, pour le coup, on emmène de toute façon ses propres stocks de livres, donc on ne passe pas forcément, après ce sont des commandes. Et donc, oui, j'ai sauté une étape qui était donc, quand je parlais du pilon et de tout ce système-là, du fait qu'ayant réfléchi à cette question, je trouvais ça quand même intéressant au départ de passer par une plateforme d'impression à la demande. Parce que je me suis dit, justement, ça évite ces questions-là. On imprime un livre quand quelqu'un l'achète. Et pas, voilà. Ce qui n'empêche pas que moi, j'en imprime et que j'en ai, moi, pour les vendre ou pour les présenter, voilà, ou pour les envoyer à des libraires qu'il faudrait. Alors après, c'est quelque chose qui handicape relativement les libraires, puisque contrairement à tout le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui, par la plateforme, ils sont obligés d'acheter. C'est de l'achat ferme. Donc évidemment, les libraires sont très frileux là-dessus. Tout leur système est sur le fait que les éditeurs envoient les livres gratuitement, c'est du dépôt-vente, et après les livres ont des retours. Et les retours sont même extrêmement rapides. Donc effectivement, les libraires n'hésitent pas justement quand ce sont des livres de fond, des livres du patrimoine dont ils savent qu'ils vont finir par les vendre un jour ou l'autre. Mais alors quand ce sont de jeunes auteurs peu connus, bien évidemment, ils n'ont aucune envie d'acheter, de s'engager et de les avoir ensuite en librairie et ne pas savoir quoi en faire. Excuse-moi, ça veut dire que ce système de l'impression à la demande, il y a des livres très diffusés, enfin très vendus, qui l'utilisent aussi? Alors, donc, le problème, c'est que, c'est pas un problème, mais j'ai découvert ça après, c'est vrai que les plateformes d'impression à la demande sont massivement utilisées par les auteurs pour l'auto-édition. Et au départ, elles se sont mises en place pour ça. Et moi, j'étais tombée à la base sur la plateforme que j'utilise parce que justement, elle faisait de la publicité en disant « mais nous avons aussi des petits éditeurs qui passent par nous, c'est aussi un système comme ça ». C'est vrai que ça a des avantages écologiques, économiques, il n'y a pas forcément d'investissement énorme au départ. Et la plateforme s'occupe de tout, c'est-à-dire qu'un particulier ou un libraire peut commander sur la plateforme, il reçoit le livre et moi, je n'ai rien à faire administrativement. La plateforme me reverse ma part, enfin, c'est négocié dans un contrat, et donc elle me reverse ma marge tous les trimestres. Du coup, pour répondre à ta question, oui, certains livres peuvent se vendre extrêmement bien par plateforme ou pas. Et là, ça dépend beaucoup plus du bouche à oreille et du type de livre. Et là, on en revient au fait qu'il y a tout un système parallèle qui est en train de se développer sur Internet, en ligne, avec Amazon aussi, son système KPD qui permet à un auteur de se publier et aussi de faire de la publicité pour son livre en payant, s'il veut, pour apparaître dans les moteurs de recherche. Et pour tout un tas de sous-littératures très précises en termes de genre, donc que ce soit le polar, la fantasy, la romance, enfin, tout ce qui marche beaucoup aujourd'hui, notamment auprès d'un public jeune, ça fonctionne très bien. Il y a des gens qui, d'ailleurs, après, se font finalement éditer en papier par un vrai éditeur, après avoir beaucoup vendu par Internet. Enfin, par Internet. Soit par Internet, soit en ligne, soit en commandant par Internet, dans tous ces genres-là. Parce qu'on a des éditeurs, on est aussi éditeur. Dans un sens, qu'il n'était que distributeur. Dans un sens, oui. Maintenant, il y a beaucoup d'auteurs qui s'auto-éditent par Amazon avec plus ou moins de succès, mais au moins le livre existe, il est commandable, il est possible. Donc, il y a des auteurs, plutôt que de l'avoir dans leur placard parce qu'aucun éditeur n'en veut, préfèrent. Et ce sont souvent de jeunes auteurs, de jeunes autrices qui écrivent dans des genres dont eux-mêmes sont très friands. Et du coup, de la multitude de livres qui paraît comme ça, auto-édités, certains ressortent. Souvent les meilleurs, les mieux écrits vont ressortir et parfois ensuite passer dans le système éditorial. Donc on ne les trouve pas dans les librairies, on en prend connaissance, on les regarde sur écran. Tout à fait, là ce sont vraiment des jeunes et tout un circuit de gens qui passent par les réseaux, qui passent par autant Facebook, TikTok que d'autres systèmes. Et puis des gens qui après prennent l'habitude, des jeunes qui prennent l'habitude de lire sur Amazon et d'aller regarder les nouveautés parce que voilà, ils savent que tel et tel genre sont très bien représentés. Et là, on est à milieu vraiment de l'édition traditionnelle qui demeure beaucoup sur les romans, sur les albums jeunesse qu'on ne va pas lire en ligne, sur la poésie, sur des choses plus... et puis sur de la littérature dite générale, plus exigeante aussi, qui là continue de passer évidemment par les grands éditeurs, soit parisiens, soit effectivement en province, dans des maisons de taille plus grande. Mais donc, en fait, si je comprends bien, les éditeurs vraiment les livres, c'est souvent sur les tablettes, par exemple. En fait, c'est l'auteur qui choisit, c'est-à-dire qu'il existe plusieurs formules. Moi aussi, d'ailleurs, j'ai plusieurs formules possibles sur ma plateforme.
avec l'édition, la diffusion, parce que c'est donc de la diffusion, donc ce n'est pas de la distribution au sens où on va envoyer des commerciaux dans les librairies, évidemment, mais par contre, c'est une question d'être diffusé dans les catalogues. Donc, par exemple, moi, les livres de la maison d'édition, bien évidemment, sont commandables dans toute librairie en France. Et après, vous pouvez choisir de faire à l'international pour un petit coût supplémentaire, vous pouvez choisir une version e-book. Et donc, voilà, je pense qu'Amazon, c'est un peu la même chose. Vous pouvez choisir la version seulement e-books ou alors e-book plus version papier, auquel cas, oui, vous commandez sur Amazon et 3 ou 5 jours après, vous avez le livre chez vous imprimé. Mais avec une librairie, vous l'avez aussi dans 24 heures. Très vite. Il faut qu'il existe. En librairie, c'est devenu compliqué parfois en province. Les délais se sont rallongés avec le Covid. À Paris, je pense que c'est plus facile parce que les lieux de stockage sont quand même en région parisienne. Si on veut boycotter Amazon et qu'on n'habite pas trop loin d'une librairie, on a les livres aussi vite. Oui, mais après, c'est évidemment pas du tout une démarche qu'on fait pour les jeunes. Parce que s'ils vont sur ces réseaux-là pour prendre déjà connaissance de l'existence de ce livre, ils vont avoir tendance à l'acheter à ce moment-là. Ils ne vont pas le noter pour aller le commander dans une librairie traditionnelle. C'est pour ça que je trouve des commandes pour ça. Mais effectivement, Marceline me posait la question sur les relations aussi un peu entre les libraires, les éditeurs, les auteurs qui vendent leurs livres. Et c'est vrai que voilà, je te faisais une réponse sur le fait que les libraires en fait vendent souvent des auteurs quand même relativement connus ou alors de jeunes auteurs mais qui ont été adoubés par de grandes maisons d'édition qui les publient. Donc il y a toute une communication autour, comme je vous disais, une diffusion de plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'exemplaires à travers la France et les librairies. Donc voilà, ça c'est le système traditionnel. Et les libraires sont submergés pour les livres. Pour obtenir un rendez-vous en tant qu'éditrice avec un libraire, il faut se lever tôt. Ils ont en général un représentant le matin, un représentant l'après-midi, tous les jours de la semaine où ils sont ouverts. Donc, et ils doivent faire ça en plus de leur travail, qui consiste quand même à vendre des livres, à faire les stocks, à ouvrir aussi les cartons, à les refermer, à faire les retours. Et ils doivent en plus recevoir les commerciaux qui n'arrêtent pas de les inonder de livres. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'éditeurs. Il y en a des milliers en France. Et donc, en fait, vous avez les très gros qui publient énormément de livres dans une seule maison, et puis des tout petits, ils publient peu de livres, mais ils sont en des milliers. Donc au final, ça en fait aussi un certain nombre. L'édition, je pense que c'est la fédération dont tu parlais, à laquelle tu es affiliée, qui dit qu'il y en a 2500. Oui, c'est possible. Les maisons d'édition indépendantes, les petits, ça veut dire quoi? Alors après, il y a tout un débat entre indépendants, petits. Oui, c'est ça. Eux, ils ont des critères de définition de mémoire, c'est un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros. Donc, je trouve que ça met quand même déjà la barre assez haut. Oui, mais parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui ont plusieurs millions de chiffres d'affaires, qui sont considérés comme tout petits. C'est pas juste moins de millions. Les grands groupes brassent quand même beaucoup de monde. Gallimard a gardé son indépendance, c'est le groupe à lui tout seul qui a racheté plein de maisons. C'est les derniers, entre guillemets, indépendants, chez les gros, si on peut appeler ça de l'indépendance, parce que maintenant ils sont ensemble. Et Gallimard, je considère ça comme indépendant. Maintenant, ça commence à être plus tangent, mais ils ont quand même gardé une certaine forme d'indépendance par rapport à d'autres maisons qui ont été tout simplement rachetées, par Editis ou d'autres. Donc c'est quand même un autre. Voilà, c'est deux poids, deux mesures. Ils ont quand même, dans une certaine mesure, gardé leur indépendance en rachetant eux et en devenant eux-mêmes le groupe. Ce qui est déjà moins pire, entre guillemets, si on veut. En tout cas, ils sont restés entre gens du vivant. C'est ça qui est important. Ils n'ont pas été rachetés par des industriels qui font des petits pois ou des armes à feu. C'est quand même autre chose. Tu penses à qui? Je ne donnerai pas de nom, mais voilà. Il y a beaucoup de maisons d'édition maintenant dont on pense qu'elles sont indépendantes puis qui en fait ont été rachetées et on ne sait même pas forcément toujours. C'est très difficile de s'y reconnaître. Oui. Là, depuis 5-6 ans, c'est devenu la forme de poigne et c'est très compliqué. Et donc, voilà, pour revenir à mon histoire de diffuseur, les libraires, donc, en réalité, sont submergés. Et à vrai dire, ils n'ont pas du tout envie d'aller prendre les livres des petits éditeurs. Parce que souvent, les auteurs publiés sont peu connus, sinon ils n'iraient pas chez un petit éditeur. Ils n'ont plus de place sur les étagères. Alors, on a beau leur proposer aussi un système de dépôt-vente avec retour tout de suite. Voilà. Pour eux, ça coûte aussi plus cher. C'est soit c'est l'éditeur qui vient les chercher, qui les amène, c'est lui qui a tous les frais pour les envoyer, soit il doit les renvoyer, mais donc ça lui coûte plus cher que de passer par les commerciaux habituels qui, eux, prennent un grand volume d'un coup. C'est un peu comme un livreur qui fait la livraison, qui prend beaucoup de choses d'un coup, ou alors un qui vient pour un livre. Donc du coup, ils ne se sentent pas vraiment
enfin, concurrencé ou mis à mal par le fait que des auteurs s'auto-publient ou publient dans des petites maisons et que les petites maisons se débrouillent pour essayer de vendre comme elles peuvent, par des salons, par des festivals, par des foires. Mais de mon expérience personnelle, je me rends compte que finalement, les livres partent mieux dans des manifestations qui ne sont pas consacrées aux livres, paradoxalement. Oui, parce que dans un salon du livre, vous avez 150 petits éditeurs à côté les uns des autres. Et donc, la personne qui vient, alors, en ce moment, les gens ont quand même un budget souvent et donc, du coup, ils ne vont pas acheter un livre chez les 150 stands. Alors que finalement, moi, par exemple, j'ai des thèmes sur la nature, sur des choses comme ça. Et quand je vais dans une foire bio, il n'y a quasiment personne qui vend des livres. Et du coup, je fais des ventes. J'en fais beaucoup plus. Donc voilà, après, quand on est petit, il faut aussi trouver des astuces pour se démarquer des autres, pour trouver un public. Voilà. Quand vous parlez des commerciaux, on parle des commerciaux des maisons d'édition, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Enfin, qui sont souvent des commerciaux en fait, de boîtes de diffusion et qui sont payés par les éditeurs. Mais, ok. Donc ils tournent entre plusieurs éditeurs, en réalité. Oui, en réalité, oui. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas en prendre plus parce que voilà, ils sont débordés. Et comme je vous dis, les libraires sont déjà débordés. Ils enchaînent déjà des rendez-vous. Il y a tellement de publications en France. C'est comme les vendeurs des pharmacies. En fait, le système s'est un peu emballé. Donc, du coup, ça marchait bien quand il y avait moins de livres. Je pense que ça fait peut-être une quinzaine d'années, 20 ans. Ça avait atteint une espèce d'équilibre. Il y avait pas mal de commerciaux, mais ça tournait. Il y avait pas mal de livres, mais bon. Et puis là, ça s'est vraiment emballé. Il y a eu d'année en année, il y avait de plus en plus de livres. Bon, maintenant, ça s'est stabilisé un petit peu, mais on s'est stabilisé à un niveau haut. Et ça fait, il y a une rotation qui est très, très rapide. Quand tu lis de plus en plus de livres, c'est de plus en plus de titres? Oui, de titres au total, de titres à la fois, de titres dans les différents genres, de titres traduits, de rééditions. Et donc, au total, ça fait chaque année un nombre énorme de livres. Parce que les rayons aussi, qui à l'époque n'étaient pas aussi fournis, se sont aussi multipliés. Tout ce qui est les livres qui se vendent le mieux, le jardinage, la cuisine, les choses comme ça, ont pris une place folle dans les rayons, en fait. Donc, et puis les consommateurs, les lecteurs qui sont devenus aussi en partie consommateurs ont aussi changé leurs habitudes. Par exemple, il y a beaucoup de parents, quand ils ne sont pas lecteurs et pas très proches de la littérature, c'est quand ils vont en supermarché qu'ils achètent des livres du supermarché, 2-3 livres pour leurs enfants. Donc, il y a des grosses batailles sur les éditeurs autour des supermarchés parce qu'en fait, ils sont des comptes importants. Donc, parfois, vous avez une promotion. Un jour, j'y étais allée, c'était, je ne sais plus, c'était le dernier livre de Marc Lévy qui est sorti, ou de Musso, mais alors il avait carrément, il avait des présentoirs, c'était impossible de le louper, il était mis partout, il y en avait, je ne sais pas, le magasin, c'était un seul magasin, il en avait peut-être, je ne sais pas, une centaine d'exemplaires, voire peut-être même plus. Ils étaient tous représentés, ils n'étaient pas sur un rayon à part. Donc il y a aussi, pour des auteurs qui vendent très bien, les maisons d'édition font du forcing et ils font un vrai marketing agressif, mais qui touche les gens. Et du coup, ce public-là, évidemment, n'est pas le public des librairies traditionnelles. Et quand on est un petit éditeur, même en librairie traditionnelle, c'est difficile d'être présent. Mais est-ce que cette problématique de la diffusion, elle se pose de la même manière dans les librairies indépendantes et dans les groupes Fnac, Merci Cultura et puis les hypermarchés? Tu vois, les diffuseurs, ils vont tous les voir de la même manière ou il y a ces deux mondes différents? De toute façon, ils font le tour et ils vont les voir. Après, effectivement, ils ont des approches un peu différentes. Mais les éditeurs n'essayent pas de placer, parce que c'est les éditeurs qui, en fait, demandent aux commerciaux d'aller représenter leurs livres. Mais leurs livres, ça ne veut rien dire. Quand vous êtes Gallimard, c'est des centaines de titres par an qui paraissent. Donc, effectivement, vous n'allez pas placer n'importe quoi, n'importe où. Effectivement, l'éditeur de Musso sait qu'il va aller le placer beaucoup plus facilement dans un supermarché que dans une librairie qui défend la bonne littérature, qui va en prendre quelques-uns pour faire une petite pile parce que bon, il faut le livre, mais qui ne va évidemment pas lui en prendre 200 et puis qui va le faire un peu à contre-cœur. Les libraires souvent le disent. Ils disent on a dans le magasin 30 auteurs dont qu'on ne vend que pour faire de l'argent. Ils ont une pile de Musso, une pile de Lévy, parce qu'il les faut, parce que les gens rentrent dans la librairie, ils les demandent. Et s'ils ne les ont pas, ils vont voir ailleurs et les acheter. Et voilà, c'est pas grave parce que ça leur permet l'indépendance. Après, tout le reste du magasin est consacré à la littérature qui est leur plaît, et à des bons titres. Donc, ils font ça un peu dans tous les rayons, parce que là, je parle c'est dans le roman, mes exemples, mais c'est un peu le cas aussi, par exemple, en littérature jeunesse, pour les albums. Voilà. Les quelques albums les plus connus, ceux qui sont de base pédagogiques, je ne sais pas si vous connaissez en album jeunesse, les Tchoupi, des choses comme ça,
il va toujours y avoir un fond comme ça, parce que les gens connaissent, qu'on leur en parle à l'école ou à la crèche ou ailleurs, et que de toute façon, ils viennent le demander. Donc voilà, ils vendent ces livres-là, puis à côté, ça leur permet quand même aussi de vendre un tas de titres de grande qualité. Donc voilà, il ne faut pas non plus cracher dans la soupe. Les éditeurs, d'ailleurs, font un peu le même calcul. Souvent, ils publient de très bons livres parce qu'ils ont des coups de cœur, et puis à côté, ils publient des auteurs plus commerciaux pour équilibrer les comptes. Il ne faut pas se leurrer, quoi. D'autant qu'avec ce système-là, comme je vous disais, les tirages sont parfois tellement importants que parfois ça peut être un véritable échec économique, quoi, sur un titre. Parce qu'il faut en répandre tellement pour essayer de faire la communication que si le livre ne prend pas ou prend très mal, il y a beaucoup de retours et c'est un vrai gouffre financier pour l'éditeur. Parce qu'il a mis beaucoup, il a imprimé 30 000 exemplaires, s'il y en a 25 000 qui reviennent, voilà, ils vont finir soit au pilon, soit stockés à coûter très cher. Et ça arrive aussi, hein, enfin, forcément. Parce que justement, comme ils font tellement de livres, il y en a forcément qui, au milieu, ne rencontrent pas le public, ne rencontrent pas le succès. Mais ce que j'ai compris, c'est que quand il y a des retours comme ça, le système est créé de telle sorte que l'éditeur envoie d'autres livres pour remplacer ceux qui lui reviennent. En général, le commercial vient même avec ses livres directement et il récupère les anciens. Il fait un seul aller-retour. Voilà, mais ça veut dire que, paradoxalement, si je comprends bien, plus un livre marche mal, plus ça incite l'éditeur à en sortir beaucoup. Tu vois, pour remplacer le stock qui lui est revenu, pour remplacer chez le libraire. C'est un peu une fuite en avant, effectivement. Mais c'est même très conseil, quoi. Oui, si ça marche bien, il n'a pas besoin d'en renvoyer beaucoup. Si ça marche mal, si ça marche bien. Là, c'est dans la librairie quand même. Oui, mais s'il y en a 25 000 qui reviennent. Si ça marche bien, de toute façon, il va refaire un tirage. Au contraire, c'est que le livre marche très bien. Et il va et donc, il ne va pas être incité à sortir d'autres titres. Mais vous avez l'air de dire que qui est commercial, il faut s'en enlever quand même. C'est pas de vertu, c'est vrai. Pas vraiment, mais c'est-à-dire qu'il y a de très très bons livres qui évidemment vont avoir un très grand succès. Et heureusement pour ces très bons livres. Mais par contre, il y en a quand même un certain nombre qui sont commerciaux et même les éditeurs, si vous regardez entre quatre yeux, ils diront qu'ils sont plus commerciaux. Mais par exemple, chez Gallimard, on n'en fait pas énormément. On voit bien qu'ils ont une exigence de littérature et que la plupart des auteurs qui sortent sont des auteurs qui ont quand même un certain style. Ils ne vont pas se dévaloriser, dévaloriser la marque de la maison en se mettant à sortir des livres de manga. Ce n'est pas leur style. Donc, de toute façon, voilà. Les maisons d'édition aussi ont un peu des positions que le grand public ne perçoit peut-être pas forcément. Parce que souvent, quand on lit un livre, on voit bien le nom de l'éditeur, mais enfin, ce n'est pas la première chose qui nous intéresse dans le livre. Et du coup, on ne se rend pas forcément compte qu'on en a lu en fait 10 dans sa vie de ce même éditeur et qu'effectivement, c'est un peu le même style. Donc, c'est vrai que quand on s'y intéresse, on voit bien que Albin Michel fait souvent un peu les mêmes livres, Le Seuil aussi fait un peu les mêmes livres, Gallimard fait un peu les mêmes livres, parce que c'est normal, ils ont leur... C'est ce qu'on appelle la politique éditoriale. Exactement. Et du coup, ce n'est pas forcément que les livres sont bons ou mauvais, mais c'est qu'après, le public sait que chez cet éditeur-là, il trouve les livres qui lui plaisent, quel que soit le genre et quel que soit le style ou le genre d'histoire. Et ça permet aussi de fidéliser tout simplement les lecteurs, en fait, qui savent un peu à quoi s'attendre dans telle ou telle maison. Et le rôle du critique, il vient. Le problème, c'est que moi, je trouve que c'est devenu assez compliqué avec la multiplication des livres, tout simplement, ou des titres, parce que déjà, un critique littéraire, c'est une personne normale, il ne peut pas lire 50 livres par jour. Donc, il y a à peu près 30 000 publications par an, enfin, tout confondu avec la réédition. Est-ce que 30 000 les littéraires font vendre? Disons qu'on n'est plus vraiment à l'époque de Bernard Pivot. Oui, c'est ça, c'est plus, voilà. Avant, effectivement, c'était un raz-de-marée le lendemain. Ouais, le lendemain de l'émission, tout le monde se précipitait en librairie et il y avait plusieurs milliers de ventes juste à la première heure le lendemain matin. C'est fini, ça. Il y a la grande librairie, donc effectivement, c'est un de ceux qui marche le mieux, une des émissions qui marche le mieux, donc il fait des ventes. Mais bon, maintenant, il y a d'autres choses, quoi. Il y a les réseaux sociaux, il y a donc d'autres moyens. Parfois, un livre, notamment, peut avoir un succès un peu inattendu. Effectivement, parce qu'il n'est pas forcément trop repéré par les critiques, mais il suffit qu'il y ait un effet un peu boule de neige, qu'un critique en dise du bien, même si ce n'est pas le critique le plus connu. Et puis voilà, si ça marche, après le bouche à oreille fait le reste, quoi. Alors qu'avant, il n'y avait pas trop cet effet-là. On se prêtait les livres, on en parlait entre soi, évidemment, mais... L'influence des critiques, vous la placez comment, quels sont les critiques qui sont, je veux dire, influents, voilà. Question.
Il y a beaucoup d'endroits où il y a des critiques, il y a Babelio, il y a tout ça. Oui, c'est pour ça, effectivement. Maintenant, je suis d'accord avec vous, les critiques aussi de lecteurs censés être authentiques ont pris aussi beaucoup plus de place qu'avant, ça n'existait pas du tout. Avant, on faisait un peu confiance à un critique littéraire, donc c'était le métier, la profession, enfin, voilà. Et, donc, et après, quand on suivait un critique régulièrement, soit dans un magazine, soit ailleurs, on savait qu'on avait des goûts plus ou moins similaires ou pas à ce critique, et donc on suivait plus ou moins ses conseils selon justement si on partageait ses goûts ou si on ne les partageait pas. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, on va plutôt entendre parler d'un livre et puis on va aller se renseigner en 2 temps 3 mouvements voilà, sur Google. On tombe par exemple sur Babelio, effectivement, et puis on lit ce qu'ont écrit les gens. Parfois il y a 2 avis, parfois il y en a 50, parfois il y en a 300. Et du coup, on se fait une idée. Et, voilà. Et c'est vrai que souvent, ça pousse un peu à des succès boule de neige. Et puis après, on voit parfois des gens justement qui sont déçus. Parce que voilà, ils ont cru un peu vite que ce livre allait leur plaire sur la foi d'avis de gens qu'ils ne connaissent pas. Donc effectivement, quand tout le monde a l'air de dire qu'un livre est bien, ça incite à penser qu'il est bien. Et du coup, ça incite à l'acheter et il ne va pas forcément correspondre à vos goûts parce que les critiques sont quand même parfois biaisées. Ce n'est pas des critiques professionnelles, donc c'est pas... Parfois, il manque des aspects sur le style, sur l'histoire, sur des choses. Les gens peuvent avoir un coup de cœur, mais ils ne sont pas forcément... On peut être très déçu par les livres qu'on achète sur les avis des critiques littéraires aussi. Également. Également. Et surtout sur les réseaux sociaux, quelqu'un publie un livre, demande à son cousin ou à son beau-frère de dire « Qu'est-ce que vous me conseilleriez dans quel genre ?» Et vous avez 4 copains qui disent « Lisez machin, c'est formidable, je l'ai lu la semaine dernière, je l'ai lu il y a 3 mois. » Oui, mais ça n'a pratiquement pas d'effet. En revanche, ce qui me frappe sur les réseaux sociaux, j'aimerais bien un exemple sur les réseaux sociaux. Je vais chercher. Ah oui, parce que ce qui me frappe sur les réseaux sociaux, c'est plutôt autre chose. C'est le fait que, à force de voir circuler des couvertures de livres, si c'est toujours les mêmes, on ne se rend pas forcément compte que c'est tout le temps un avis négatif. Et il y a un effet buzz. Qui peut faire monter des livres et une espèce de succès, pareil, souvent potentiel, pour des mauvaises raisons. Juste parce qu'on en tout cas, voilà, dans un contexte aussi mouvant, c'est très compliqué de trouver. Parce que, par exemple, notamment les livres que je publie, parce qu'au bout d'un moment, on finit par se poser des questions sur est-ce que vraiment ce qu'on publie, c'est bien ou pas, parce que puisqu'on attend de mal. Et puis après, nous, on rencontre des lecteurs, on les vend, qui sont tout contents, qui reviennent nous dire « j'ai beaucoup aimé ». Je dis, si, alors donc quand même, c'est que quelqu'un que je ne connais pas du tout trouve ça super, donc c'est que le livre a vraiment un intérêt, peut trouver son public. Donc c'est presque encore plus désespérant en se disant, mais comment arriver à toucher ce public, à le trouver. Mais donc, du coup, Céline, est-ce que tu pourrais choisir un des livres et puis voilà, nous faire un peu l'histoire de la manière dont tu l'as fait connaître, alors par exemple au salon vidéo ou toi c'est-à-dire le chemin de traverse. Je me suis rendu compte que donc chaque livre c'était vraiment un univers différent, puisqu'effectivement les gens sont quand même très, ont des goûts assez marqués, et donc quelqu'un qui va lire de la poésie va en lire pas beaucoup, et quelqu'un d'autres ne diront jamais de poésie. Donc c'est très compliqué quand on fait à la fois un roman, de la poésie, de la jeunesse et des essais. Et donc, effectivement, chaque livre est un nouveau travail de communication totalement différent. Donc, par exemple, celui-ci, forcément, c'était sur Jules Verne, forcément, c'était autour de l'exposition que j'ai fait. Et donc, là, j'ai communiqué, c'était presque le plus facile. D'ailleurs, je dirais que c'est quasiment une de mes meilleures ventes, puisque, tout simplement, je connaissais bien le monde des Verniens, des amateurs de Jules Verne. Et donc, voilà, j'ai pu contacter des gens, contacter les sociétés Jules Verne, mais très facilement. Ça ne m'a pas demandé un travail énorme, mais j'avais les contacts. Donc, je l'ai fait. Et du coup, ça a fait boule de neige parce qu'ils ont fait eux-mêmes. Ils ont fait suivre l'information et donc toute personne intéressée a pu l'acheter. D'ailleurs, il vient même d'être traduit en espagnol. Donc, il existe maintenant depuis la semaine dernière. Donc, voilà, mais ça, c'est parce que justement, j'étais de ce milieu-là de Jules Verne et donc voilà, c'était plus facile. Il était vendu à l'exposition? Oui, tout à fait. Il était vendu à l'exposition, mais depuis, j'en vends régulièrement parce que Jules Verne parle toujours. Il est pourtant disponible, donc il n'est pas en librairie physique, vous l'aurez bien compris. Et pourtant, j'en vends presque tous les mois. Pas des quantités mirobolantes, mais parfois on se demande d'ailleurs comment on fait. Après, des livres comme ceux-là qui sont de poésie, mais c'est vraiment de la poésie expérimentale, c'est pas de la poésie traditionnelle. Donc c'est beaucoup plus complexe à vendre. Alors là, du coup, il faut passer par le réseau de
lui-même et du poète, en l'occurrence. Alors, c'est ce que je disais à je ne sais plus qui, c'est que le souci, par exemple, de la poésie, c'est que l'idéal pour faire connaître ses auteurs et vendre de la poésie, c'est par exemple le salon de la poésie à Paris. Et alors, ça coûte très cher comme stand, c'est hors de prix. Donc, il est évident que ça ne sera jamais rentabilisé. Voilà, surtout, moi, je peux être logé à Paris, mais ce n'est pas un souci. Mais en plus, il y a des éditeurs qui ne sont pas non plus logés gratuitement. Et donc, le souci, c'est que pour venir, il faut avoir un certain nombre de livres. Et donc, la plupart des maisons d'édition qui font de la poésie sont spécialisées en poésie. Ils ne font que de la poésie. Et donc, ils arrivent, ils ont 10, 15, 20, 50, 100 titres à proposer, ce qui fait que ça vaut la peine, parce qu'un amateur de poésie va passer, sur les 100 titres, il va sans doute en trouver un qui va lui plaire ou l'interpeller. Moi, avec 3 titres, le souci, c'est que si quelqu'un n'est pas intéressé, il a tout à fait le droit par ce livre-là, moi, je suis venue pour rien. Je ne sais plus combien de temps c'est, le salon, c'est le mois de jours. Les tarifs, en général, des salons à Paris. Enfin, il y a pas du salon de Paris, mais c'est compliqué. J'ai aussi fait des stands partagés d'éditeurs. C'est complexe parce qu'en fait, on est un peu là ensemble et en même temps rivaux. C'est un peu compliqué parce que quand vous vous absentez, en fait, parce que l'idée à la base, c'est de mutualiser. Mais alors, d'une part, quand vous n'êtes pas là sur le stand à un moment donné, c'est même pas forcément de la mauvaise volonté. C'est pas qu'ils vont dire ah non, ces livres-là, ils sont là, mais ils sont nuls. Mais par contre, ils les connaissent pas. Ils les connaissent pas non plus. Ils connaissent pas le contenu. Donc, pour le vendre, rien de mieux que l'éditeur ou l'auteur, qui quand même connaît le livre et peut en parler. Et si quelqu'un hésite, va lui donner envie, parce que c'est un livre auquel il croit, sinon il ne l'aurait pas écrit ou pas édité. Et les autres sont simplement des vendeurs. Et c'est vrai que les libraires, dans une vraie librairie, eux aussi, ils y croient. Normalement, ils ont pris des livres auxquels ils croient et qu'ils ont envie de vendre, quoi. Alors que là, quand vous partagez, souvent, vous découvrez les livres en même temps quand vous arrivez le jour de la manifestation. Donc, vous ne pouvez pas en vendre 50 que vous n'avez jamais ouvert et dont vous savez à peine le thème. Donc après, les gens, oui, peuvent les prendre. Vous êtes là pour surveiller, en fait, pour surveiller que tout va bien et pour encaisser s'il y a une vente. Mais ce n'est pas comme ça qu'on vend les livres. Donc, en général, je vends beaucoup plus sur un salon quand j'y suis moi-même que quand je suis juste représentée sur un stand partagé. Excuse-moi, j'ai une question. Si un des canaux de vente, c'est les salons, ça pose quand même le problème de la rémunération de l'auteur. Parce que si tu fais venir l'auteur sur le salon, moi je ne fais quasiment jamais venir parce que c'est clair que c'est extrêmement, c'est lourd pour l'auteur. Il faut qu'ils viennent, qu'ils fassent le trajet et en plus le rémunérer devient très compliqué. Oui, c'est ça. Non seulement le rémunérer est compliqué, mais tout ça, ça lui coûte de l'argent. Au final, c'est l'auteur qui se retrouve à payer pour vendre son livre. Normalement, non. Normalement, c'est l'éditeur qui prend en charge les frais de venue, de manière obligatoire. Ou alors, c'est l'auteur qui décide de venir, lui, sur le salon, et tant mieux pour l'éditeur. Mais sinon, normalement, c'est l'éditeur qui prend en charge les frais de communication de l'ouvrage. D'accord, mais du coup, c'est un modèle très coûteux. Du coup, c'est pour ça que souvent, les tout petits éditeurs, dont je fais partie, mais enfin, je ne suis pas la seule, en fait, font un peu des accords avec les auteurs. Et par exemple, notamment quand les auteurs ne sont pas de la même région que l'éditeur, on fait un maximum de salons, l'un ou l'autre. L'auteur vend, l'éditeur vend, on est une équipe, en fait. On a fait un livre ensemble, quand même. Donc, c'est qu'on y croit, et je ne leur cache pas, évidemment que les auteurs qui viennent vers moi ou que je publie savent très bien la taille que j'ai, et je leur dis évidemment tout de suite que de toute façon, ils ne seront pas présents physiquement en librairie. C'est quand même le minimum d'honnêteté à avoir. Donc, ils le savent très bien. Donc, après, on voit ensemble les possibilités qu'on a de communication. Et je suis moi-même éditée, j'en ai pas parlé non plus, mais je suis autrice d'autres livres publiés dans différentes maisons d'édition. Et justement, par exemple, j'ai mes albums jeunesse publiés dans une maison qui est une maison associative, mais de taille plus grande que la mienne. Et par exemple, voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, essayer de vendre aussi l'album dans des salons. Elle ne va pas venir, elle n'est pas du tout de ma région, donc elle ne va pas venir sur Montauban ou sur Toulouse vendre les albums. Elle m'a dit bien au contraire, si vous les vendez, tant mieux. Et d'où le fait que je me retrouve comme ça à en vendre en tant qu'autrice, mais avec la bénédiction de ma maison d'édition. Elle me les vend, donc de toute façon, elle me les vend, et qu'elle les vend donc à moi ou à une librairie, elle fait normalement la même remise. Donc c'est la même remise quand on est auteur et qu'on achète ses propres livres que quand on est libraire pour encaisser la marge. Donc, de toute façon, pour l'éditeur, c'est la même chose, et pour l'auteur, ça permet d'avoir une marge plus grande, et puis surtout de le vendre, tout simplement, parce que sinon, l'éditeur ne peut pas, souvent, on n'a pas les moyens d'être partout. C'est quoi la marge moyenne pour qui? Pour le libraire. Pour le libraire, la marge moyenne, c'est entre 25 et 35% du prix de vente. Et l'auteur, en fait, touche entre 5 et 10%.
vente. Et donc, quand l'auteur achète à l'éditeur, il l'achète avec 30% de remise à peu près, enfin en moyenne, à peu près 30 ou 35%. Ça va. Il y a les frais de port, il y a différentes choses à prendre en compte, enfin c'est à peu près ça. Le senior, c'est à 5 ou c'est à 5. Donc voilà, donc après ça ne change rien pour personne, parce que le libraire n'en veut pas. Il a dit lui-même qu'il n'en voulait pas quand vous êtes allé sous le bras le dernier. Et puis vous les vendez en tant qu'auteur, l'éditeur est content parce que le livre est vendu. Et puis après, on espère toujours aussi que le bouche à oreille fonctionne, et voilà, qu'il va marcher. Et du coup, ça permet en fait déjà d'avoir une petite ouverture géographique sur différentes régions. L'éditeur et l'auteur ne sont pas au même endroit. Et puis l'auteur peut aussi faire d'autres salons, enfin à d'autres moments, vous pouvez aussi profiter de déplacements professionnels ou de déplacements autres pour participer à quelque chose à ce moment-là et essayer de le vendre. Et si l'auteur ne peut pas venir au salon, on voit que beaucoup sont interviewés sous forme de vidéos ou de choses diffusées sur YouTube. Qui est-ce qui s'en occupe? Est-ce que c'est vous? Parce qu'il faut quand même... Normalement, c'est l'éditeur. Oui, c'est ça. C'est l'éditeur qui est... Mais encore une fois, c'est vraiment un travail d'équipe. Enfin, je dirais que la relation entre auteur et éditeur est différente dans une grande maison. J'ai vu aussi ce que c'était. Enfin, bon, ce n'est pas une immense maison, mais je suis publiée aussi au Castor Astral. Et quand on n'est pas connu dans une maison comme ça, on est un peu quantité négligeable quand même, on nous voit de loin. Alors que là c'est différent parce qu'on part déjà du principe que ce n'est pas l'éditeur qui va faire un énorme travail et qu'on n'est pas diffusé en librairie avec des publicités partout. Donc du coup, voilà, on voit ensemble qu'est-ce qu'on peut faire, quel réseau on peut activer, où est-ce qu'on peut faire de la communication. J'envoie bien sûr le communiqué, j'envoie aussi des services de presse quand même, hein, bien sûr. Mais je les cible vraiment, parce que vu les moyens, je les cible sur des gens dont je pense vraiment, ou des critiques dont je pense vraiment que ça peut les intéresser, que c'est le bon endroit. Et puis après, voilà, tout dépend. Donc, tu me demandais justement comment je faisais la communication, et donc tout dépend effectivement du type de livre. Et les albums jeunesse, par exemple, c'est aussi très important d'envoyer des années de parution aux médiathèques. Voilà. Donc, au début, c'est un gros travail de référencement, mais après, une fois que vous avez les référencements, ça va assez vite, si vous le faites par Internet, notamment, ne serait-ce que pour que les médiathèques sachent que le livre existe, qu'elles puissent le commander. Voilà. Alors, c'est valable pour tous les livres, mais les albums jeunesse ont quand même beaucoup de succès. Il y a des rayons maintenant dans toutes les médiathèques, y compris dans les petits villages, parce que c'est les enfants qu'on essaie d'attirer à la lecture. On considère souvent que les grands, c'est trop tard s'ils ne sont pas lecteurs. Donc, du coup, il y a l'école, il y a l'éducation nationale, donc il y a tout un parallèle. Et moi, c'est vrai que mes livres personnels, que ce soit celui-là, j'en suis pas l'autrice, celui-ci, j'en suis l'autrice, La Fleur de Patience, et pour le coup, celui-ci ou les deux autres albums jeunesse dont je suis l'autrice dans une autre maison d'édition, j'arrive aussi à les vendre quand je fais des interventions dans les écoles, dans les établissements, les enseignants en commande, ou ils en commandent pour le CDI. Donc après, voilà, ça permet de faire connaître et de faire circuler le livre. Alors, c'est des petites quantités, mais après, ça peut faire boule de neige. Là, j'ai fait des ateliers d'écriture avec une bourse de résidence là, du Centre national du livre et du ministère de l'Éducation nationale. Ils ont lancé ça depuis 2 ans. Et donc, ils veulent que ce soit bien représenté sur tout le territoire. Donc, ils donnent une bourse à un auteur par département qui va dans un établissement de ce même département. Et donc, du coup, ça fait 2 ans que je fais ça. Et c'est vrai que là, avec les enfants, on passe vraiment beaucoup de temps. Et donc, par exemple, l'atelier d'écriture, ils ont vraiment tenu à écrire une histoire qui soit sur la trame de celui-ci. Et qui limite, parce que je leur avais présenté tous mes albums, et celui-ci, ils avaient eu un coup de cœur. Et donc voilà, et donc là, par exemple, ils ont fait une restitution avec de la danse, de la musique. Et c'était un gros projet pour eux dans l'année. Et dans ce cas-là, on a quand même des chances que les parents s'y intéressent, que la médiathèque du village s'y intéresse. Donc c'est un travail de fourmi, hein, je ne vous le cache pas. En réalité, les grandes maisons font aussi un travail de fourmi. Hein. Ils ont plusieurs attachés de communication dans chaque maison, qui chacun prend son carnet d'adresses, écrit à tous les... Voilà. Envoie tous les services de presse, etc. Eux, ils en envoient en général, c'est plusieurs centaines dans les grosses maisons d'édition, plusieurs centaines de services de presse qu'il faut cibler avec un petit mot, etc. Donc, même pour eux, c'est un gros travail, c'est un travail facilité parce qu'ils ont le carnet d'adresse, qu'ils sont à Paris, et que c'est plus facile pour un tas de choses, mais qu'ils n'ont pas des frais de port qui sont aussi élevés. Mais enfin bon, c'est un travail. Hein. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils en font autant, c'est parce qu'il faut du volume pour payer aussi tous les gens qui font la communication, la diffusion, la distribution. Ça, c'est une grosse machine, quoi. Même pour les grosses maisons. Mais donc, les petites maisons ont les mêmes soucis en taille réduite. Mais, Et les autres livres que tu ne nous as pas encore montrés sont des livres de littérature générale ou des essais? Non, un essai, j'en ai fait qu'un seul. Les Jeunes et Vivants, c'est aussi de la poésie. Alors, pour le coup, c'est lié à Jules Verne, parce que c'est comme ça que l'auteur m'a contacté, parce qu'il avait fait un livre sur Jules Verne. Donc, il a écrit un poème par livre de Jules Verne, qu'il a inspiré.
Donc du coup, forcément, je l'ai publié. Donc du coup, la maison d'édition a quand même un petit aspect Jules Verne qui n'était pas prévu particulièrement au départ. Voilà, donc là, ça, c'est une autrice japonaise. Et pour le coup, c'est une opportunité que j'ai eue. Donc le livre n'est jamais paru en japonais. Il est paru directement traduit en français. Et donc là, j'en ai un deuxième en préparation pour un public plus jeune. Donc celui-là est pour un public un peu plus vieux parce qu'il est un peu philosophique. Mais l'autre, là, le prochain, sera plus pour plus jeune. Je me suis aussi rendu compte dans les salons que, par exemple, c'est très important. J'étais à côté d'une autrice jeunesse, illustratrice, qui a de la bouteille, elle publie depuis au moins 25-30 ans. Et elle a beaucoup de livres publiés chez de nombreux éditeurs. Elle n'est pas auto-publiée, hein, c'est que des éditeurs petits. Elle fait beaucoup de salons. En tant qu'autrice, elle a une table remplie de tous ses livres de cette taille-là. Et alors, son atout principal que j'ai découvert à cette occasion-là, mais dont j'avais posé la question, c'était qu'elle fait des livres pour tous les âges. Elle a un livre pour les tout petits que vous dépliez en tissu. Après, elle a pour 4 ans, elle a pour 7 ans, elle a pour 10 ans, elle a fait un roman, elle a fait des BD qui sont des BD limite adultes, enfin vraiment sur des sujets difficiles, donc plus lycée adulte. Et du coup, en fait, quand les gens se promènent et passent devant votre stand, ils trouvent toujours quelque chose. Sinon, ils vous disent toujours « Ah ben non, moi j'ai un enfant, mais il a moins de 5 ans, donc c'est pas possible. » Ou alors « Ah ben non, moi j'ai un grand ado, j'ai pas. » Et du coup, effectivement, la maison d'édition, je vais continuer peut-être à développer cet aspect-là, à développer un peu du pour tous les âges. Parce que quand on fait des salons ou des manifestations, pour ça, c'est important. Mais donc, j'apprends aussi au fur et à mesure. Et celui-ci, enfin, pour finir, c'est le seul roman pour l'instant de la maison. C'est pas facile, soit vous développez des stratégies de niche très précises, jeunesse, livres régionalistes, romans à l'eau de rose ou livres de nature, soit une stratégie très diversifiée, mais complémentaire, comme ce que vous dites sur les âges. C'est pas évident, en fait, aucune stratégie. La stratégie de niche est beaucoup plus facile à gérer. Oui, en réalité. Exemple, les livres régionaux. Tout à fait. Il marche bien, et les libraires locaux me l'ont dit. Ils m'ont dit, si vous avez un livre sur l'histoire locale, on vous le prend. C'est ça. Et pourquoi vous n'avez pas rien fait sur le livre régional? Parce qu'au départ, ce n'était pas mon idée. Notre résidence aussi est tout de suite partie sur une exigence littéraire, dans le sens où souvent des livres régionaux vont être très intéressants en termes de contenu, parce qu'ils parlent de l'histoire régionale, donc ce n'est pas du tout pour les dévaloriser, au contraire, j'en ai même moi-même sur la région, je me suis installée dans une nouvelle région que je ne connaissais pas, j'en ai moi-même acheté en histoire ou autre. Mais c'est souvent, en fait, des sociétés locales qui se chargent de les éditer. Enfin, ils ont aussi le réseau, en fait, ils sont attachés aux... Donc, je ne connais pas exactement, mais vous savez, les associations dans les villes qui sont du patrimoine, voilà, qui sont autour du patrimoine local. La NIF est déjà bien occupée, sans doute. Voilà. Et puis après, je n'ai rien contre. Si un auteur vient me voir et qui me propose un livre qui me semble très bien, je le prendrai. Mais l'idée, c'était que j'étais surtout partie sur de la fiction ou sur des essais plus globaux, plus littéraires, historiques, plus du général. Mais en réalité, ce sont souvent les grandes maisons de Paris qui font ce genre de littérature. Pas les petites maisons, effectivement, en province, qui font souvent du régional ou des livres pratiques. Voilà. Alors après, je caricature parce que vous avez bien sûr un tas de petites maisons. Voilà, vous avez, rien que dans ma région, il y a des maisons comme Plume de Carottes qui font de très très beaux livres, diversifiés. Après, c'est compliqué aussi pour la question de l'impression à la demande, parce que donc, ça m'a facilité la vie dans le sens où le livre est donc distribué, on peut le commander, il est disponible dans les librairies, mais les tarifs sont aussi d'impression. Justement, pour l'impression à la demande, si les autres ne le font pas, c'est bien parce que les tarifs sont prohibitifs. Et d'impression. Alors après, ça varie énormément, hein, mais les livres comme ça, couleur, c'est hors de prix. Donc, il n'est absolument pas rentable. Voilà, je ne savais pas, c'était les premiers albums que je faisais. Donc, il y a beaucoup trop de pages par rapport au prix possible. Et donc, c'est vrai que là, pour le coup, les gros éditeurs font des gros tirages, évidemment, à l'étranger. Et donc, ils ont des coûts de revient bien plus faibles. Alors après, ça demande un investissement et puis ça demande à ne pas se tromper sur le nombre. Sinon, c'est le pilon. Mais voilà. C'est le cas également pour les ouvrages qui ne sont pas illustrés? Non, là, moi, sur la plateforme sur laquelle je suis, mais je pense que c'est le cas sur beaucoup de plateformes, le prix n'a rien à voir entre la couleur et le noir et blanc. Mais c'est quand même plus coûteux de passer par l'impression à la demande.
Oui, de toute façon. Mais un livre comme ça, ou comme celui-ci, enfin voilà, il faut quand même dégager une marge tout à fait correcte. En revanche, pour les albums, effectivement, les imprimer en France comme ça à la demande, enfin, d'ailleurs, c'est même pas la France forcément, les imprimations en Allemagne ou ailleurs, mais à la demande comme ça. Le souci, c'est qu'en fait, sur les plateformes à la demande, ils ont plusieurs sortes de tarifs. C'est-à-dire que moi, en tant qu'éditrice, je ne les ai pas si chers que ça. Je les commande par 50, par 100, j'ai un tarif. Mais étant donné qu'eux, ils se basent sur le prix que ça coûte à l'unité, ils me forcent à mettre un prix de vente qui est très élevé, enfin, que moi je trouve très élevé. Parce qu'ils se basent sur le fait que quand ils vont en imprimer un, il faut que ça dégage suffisamment de marge pour être rentable par rapport au prix de l'unité. Alors que moi, je ne les achète évidemment pas à l'unité. Donc c'est un système qui est effectivement voilà, à ses limites. Le fait que je réfléchis aussi de toute façon à changer aussi de statut juridique, parce que tout le monde me regarde, enfin, dans le milieu de l'édition, tout le monde me regarde avec amusement quand je dis que je suis sous auto-entreprise. Puisqu'en fait, c'est pas du tout approprié comme type de statut juridique. C'est évident parce qu'on paye énormément sur le chiffre d'affaires, alors que justement, la marge bénéficiaire dans les livres est extrêmement faible. Donc, il faudrait payer évidemment des impôts sur les bénéfices et non pas sur le chiffre d'affaires. Mais c'est parce que ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça, et l'idée c'était de le transformer, donc je pense que je vais le transformer assez rapidement en société, oui, en URL ou en quelque chose. Donc, parce qu'effectivement, ce n'est pas du tout rentable de payer sur le chiffre d'affaires. Maintenant que vous existez depuis 5 ans, non, pas 5 ans, depuis 2019. Oui, alors 3 années. Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous avez envie de vous organiser différemment? Est-ce que vous voulez continuer à creuser le même sillon pour approfondir? Est-ce que vous regrettez quelque chose? Non, je ne regrette pas parce que de toute façon, c'est une aventure. Et voilà, ma foi. Et puis les livres, voilà, ça se passe bien. Enfin, en fait, j'en vends quand même, et, voilà, et les gens sont contents. Enfin, chaque livre trouve un peu son public. Après, effectivement, ce n'est pas du tout rentable pour l'instant. Et puis, ce n'est pas un système qui peut continuer comme ça parce que c'est quand même frustrant de faire un livre, d'y passer du temps et d'avoir aussi peu de lecteurs. Ce n'est pas une question de rentabilité, c'est une question tout simplement du fait que le livre existe. C'est quand même dommage. C'est pour ça que, voilà. Mais en fait, il n'y a quasiment pas d'alternative. Ou alors, il faut rejoindre le système et donc, voilà, investir, imprimer à l'étranger, passer par un système de diffusion, distribuer quelques milliers de livres, gérer les retours. Enfin, c'est un autre type de travail. Enfin, là, pour le coup, c'est un travail bien plus considérable. Et j'ai donc toutes les autres activités à côté, les interventions que je fais en tant qu'autrice, aussi sur le ferme, les conférences, la résidence d'écrivain. Ça vous rapporte quelque chose, la résidence d'écrivain? Quasiment rien, en fait, être bénévole aussi. De temps en temps, j'aimerais bien faire une activité qui soit rémunérée. Mais l'allocation de la chambre? Non, on est une vraie résidence. On n'est pas une fausse résidence déguisée qui fait payer les gens pour venir. Non, et les gens reçoivent une bourse quand elle leur est versée, enfin quand ils en ont, soit ils viennent sans rien, soit la bourse leur est versée, elle leur est versée à eux de toute façon personnellement. Et vous Non. Alors au début, l'idée c'était quand même de me créer un poste et que je m'occupe de la résidence et qu'on accueille plus d'auteurs à l'année et que ça fonctionne quasiment toute l'année. Et puis la région Occitanie, on est très mal tombé. La région Occitanie venait juste de créer sa résidence modèle, entre guillemets. Donc elle venait juste d'en créer une. Et c'était juste avant la fusion des régions en plus. Donc, alors en plus, il n'y avait pas du tout la même gestion des résidences d'écrivains côté Midi-Pyrénées et côté Languedoc-Roussillon. Donc voilà, donc ils ont déjà dû s'accorder sur les résidences d'écrivains. Il y en a qui avaient une ligne, vous savez, une ligne budgétaire, et les autres ne l'avaient pas, la ligne budgétaire. Donc ça a été compliqué déjà. Politiquement, il a fallu se mettre d'accord sur la création d'une ligne commune budgétaire. Et comme en fait, ils ont une résidence. Le souci, c'est qu'ils auraient pu, parce qu'on a de nombreuses résidences sur le territoire, on s'est donc plus ou moins fédérés aussi. Enfin, voilà, on a essayé de lancer le mouvement nous-mêmes quand on est arrivé là-bas. Et les résidences, en fait, il y en a de tout type. Il y en a vraiment de type associatif, de type pas lucratif, mais presque. Enfin, il y en a qui font payer les écrivains, d'autres qui, au contraire, les reçoivent, d'autres qui travaillent comme nous un peu avec les bourses du Centre national du livre ou d'Occitanie Livre et Lecture. Et puis, il y a donc cette maison qu'ils ont créée, qui est une maison entière. Et donc, pour le coup, la région paye son fonctionnement complet, c'est-à-dire qu'elle a payé le bâtiment, paye les travaux, l'entretien, l'électricité, tout. Et ça leur coûte cher comme toute structure créée. Et finalement, cet argent, au lieu de le distribuer à l'ensemble des maisons déjà des résidences déjà existantes et ayant des modèles un peu différents,
elle l'a concentré sur ce seul lieu. Bon, nous, on est arrivé juste après, elle venait de le créer, on était très contente, et c'est d'ailleurs un très beau lieu qui marche très bien. Et puis qui fait aussi plein de choses. On leur demande de faire de l'éducatif, de faire beaucoup d'interventions. Enfin, ils ont aussi élargi les choses, c'est-à-dire qu'au lieu de recevoir seulement les écrivains, ils font aussi du littéraire. Même l'équipe salariée fait des interventions et à toute l'année avec l'éducation nationale. Donc, ils ont essayé de créer une structure, je ne sais pas, d'ailleurs 4 ou 5 personnes. Ça reste modeste, mais voilà, disons qu'ils ont décidé que pour leur ligne résidence d'écrivain, c'était déjà leur gros budget. Et puis après, là, c'est une question de fonctionnement. C'est-à-dire que le fonctionnement de la culture, dans un certain sens, a aussi changé dans les 15 dernières années. Et donc, nous, on venait d'Amiens, on est de la maison de Jules Verne, qui avait Pignon-sur-Rue, c'était la maison de Jules Verne, et puis en plus, on avait eu le soutien de Robien pendant toute l'époque où il était maire puis ministre. Donc voilà, donc c'était des travaux à grande échelle avec de hauts budgets. Et ça permettait de faire plein de choses, d'avoir des projets, de faire des investissements aussi, et de mener plein de choses. Là, on est parti d'une toute petite structure, hein, et la région voulait qu'on fonctionne un peu pareil, c'est-à-dire qu'on avance tout l'argent, qu'on fasse tout. Et donc, la seule année où ils nous ont suivis, où la résidence prenait de l'ampleur, et on a fait un gros projet avec eux, soutenu par la région, Occitanie, non, ils n'avaient pas encore fusionné. C'était donc la région Midi-Pyrénées. Et on s'est rendu compte, donc ils nous ont accordé une subvention d'un montant bien plus élevé, bien plus élevé que rien du tout, on n'en avait même jamais eu, donc une subvention quand même qui n'était pas ridicule totalement. Mais par contre, on a reçu l'argent donc 1 an et demi plus tard. Voire plus donc on n'était même plus sur la même année comptable. Et puis eux, ils signaient ça parfaitement normal. Nous, déjà, on était bénévoles. Et alors, en plus, il fallait avancer l'argent. À vrai dire, à la dernière minute, il a fallu qu'on fasse un prêt pour pouvoir, nous, personnellement, couvrir le temps que l'argent de la région arrive. Il est arrivé, mais on s'est dit non, on ne va pas faire ça chaque année et se faire des cheveux blancs. On n'est pas une grande structure. On n'est pas... Et donc, à Amiens, on avait l'habitude d'avoir non seulement des budgets conséquents, mais en plus une convention tripartite. Alors, il était hors de question d'avoir une convention tripartite. Ça n'existait plus, c'était au cas par cas chaque année. Et donc, ça allait être chaque année comme ça. C'est nous qui, finalement, avons dit, c'est dommage, ça avait bien marché, et la région était contente d'ailleurs, mais on leur a dit non, on ne peut pas fonctionner comme ça. Déjà qu'on est plus ou moins bénévole, en attendant de voir si on peut se faire un salaire ou quelque chose, on ne va pas pouvoir faire ça chaque année, se faire des cheveux blancs chaque année, bénévolement. Est-ce que les contacts personnels qui marchent si bien à Paris, pour se faire éditer, etc., est-ce que dans votre région, c'est la même chose? Je vous pose la question. C'est parce que nous avons rencontré dans le cadre d'un des clubs Sciences Po une jeune femme qui s'occupait du livre de façon régionale, institution régionale, je ne me souviens pas exactement laquelle, mais je pense que c'était la même chose que ce que vous décrivez pour nous, qui s'appelait Cécile quelque chose, mais je retrouverai. Et maintenant, elle est en Occitanie. Cécile Jadlowski. Oui, merci. Il se trouve qu'en plus, je la connais personnellement. Voilà. Mais je vous le disais autrement, peut-être son contact vous intéressait, mais si vous la connaissez déjà, tout va bien. Non, le pire, c'est qu'en plus, pour des raisons totalement d'autres vies, notamment de mon mari, nous connaissons très bien le président d'Occitanie Libre Lecture et sa directrice, personnellement. Mais en fait, ça ne change pas grand-chose. Parce que là, c'est plus des questions de politique générale de la région. Voilà, ils ne peuvent pas sortir des lignes qui leur en sont imparties. Et puis là, pour le coup, les questions que je rencontre avec la maison d'édition, c'est beaucoup plus, c'est une maison d'édition privée. Donc, et après, nous ne sommes jamais considérés comme des professionnels. Alors, les institutions ont des critères qui sont très particuliers. Moi, personnellement, par exemple, à titre personnel, je n'ai jamais d'aide pour l'écriture de mes livres. Alors, il faut toujours avoir publié 2 livres avant, à compte d'éditeur, en prouvant qu'il y a eu 500 exemplaires par contrat. Quand ce n'est pas stipulé par contrat, de toute façon, c'est déjà mort. Le livre n'existe pas. C'est dans les 10 dernières années, donc les livres précédents n'existent pas. Donc, si vous avez arrêté quelques années, c'est fini. Et puis, il faut que ce soit dans le même genre. Donc, si vous demandez pour eux, comme moi, j'ai fait tout. J'ai 2 essais. Enfin, bon, maintenant, ça va. J'ai un essai, mais l'autre, ils m'ont dit non, c'est pas un essai, c'est une anthologie. Donc, j'ai un essai. Alors, maintenant, j'ai 2 essais. Et à l'époque, quand j'avais demandé, j'en avais qu'un. Donc, j'ai 2 essais, une anthologie, 3 albums jeunesse. Mais les albums jeunesse, il y en a un que j'ai, pour eux, auto-édité. Même si je fais d'autres livres et qu'ils savent que j'ai une vraie maison d'édition, que j'ai d'autres auteurs, etc. Je les sollicite régulièrement pour d'autres choses. Voilà. Et c'est comme ça, en fait, pour tout. C'est-à-dire que pour la résidence, on n'est pas une vraie résidence, parce que c'est notre lieu privé d'habitation. Enfin, c'est la moitié de la maison, mais voilà, qui est dédiée à la résidence. Alors, ils savent que c'est vrai, puisqu'ils nous donnent quand même des bourses par Occitanie Libre Lecture aux auteurs qu'on reçoit. Ils viennent aussi à nos soirées littéraires. Ils savent très bien qu'on fait des manifestations, qu'on commence à être connus dans la région, qu'on a un public fidélisé. Enfin, ils le savent, mais
comme c'est un lieu privé, c'est compliqué, la moindre subvention, voilà, ils ont l'impression d'aider des particuliers à frauder. Voilà. Et la maison d'édition, ah bah, évidemment, comme je ne fais pas un tirage au papier en 500 exemplaires, je n'existe pas. Donc je ne peux pas demander d'aide. On ne veut pas très bien l'intérêt du partenaire, là, d'exiger que vous soyez dans le même registre, que vous ne ratissiez pas large, au contraire. On ne voit pas. Bah, ils estiment que c'est une question de qualité. Vous ne saurez pas écrire bien comme il faut un album jeunesse si vous avez fait que des essais. On comprend pour d'autres interlocuteurs l'exigence qualité avec des filières affirmées. Mais là, dans les partenariats dont vous parlez, ça paraît contre-productif. Oui, il n'y a pas de toute façon ça. Et puis après, le souci, c'est que justement, c'est toujours les mêmes. Alors maintenant, j'ai vu justement, en regardant là, malheureusement, ils n'ont pas changé leur critère d'éligibilité, pardon. Mais j'ai quand même vu que, par exemple, ils avaient mis que les auteurs n'avaient plus droit à plus de 3 bourses. Et ça, c'est très précisément parce que justement, vu leurs critères, c'est toujours les mêmes qui demandent. Parce que c'est toujours les mêmes qui sont éligibles. Du coup, ça y est, ils ont décidé de mettre au moins une limite. Oui, c'est déjà ça. Donc, enfin voilà, donc à vrai dire, on n'est jamais, quand on n'est pas dans les cases, alors après, je le vis très bien, hein, tout va bien, je n'ai pas fait ces projets-là, mais c'est vrai que de temps en temps, on se heurte à un mur, et le mur est comme ça. Alors après, voilà, il faut passer sinon différemment, il faut faire un plan, il faut faire une formation, demander une aide à la création d'une maison, passer sur le système normal, faire. Et pour l'instant, j'en suis pas forcément, voilà, j'en suis pas forcément là parce que c'était pas forcément l'objectif. Et voilà, encore une fois, gérer les allers-retours parce que c'est beaucoup ça aussi dans les maisons d'édition. Moi, faire les livres me plaît et les diffuser me plaît, mais oui, faire du secrétariat de l'édition. Voilà, bah, disons qu'en plus, le système, si c'est pour mettre beaucoup d'argent, parce qu'en plus, il y a beaucoup d'argent, enfin, les maisons d'édition reçoivent quand même beaucoup d'aide. Hein. Donc, en fait, il y a beaucoup d'aide qui est versée aux maisons d'édition pour sortir des livres qui vont finir au pilon. Enfin, moi, c'est un système qui me hérisse le poil, si je puis dire. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué. Je vous avoue, je n'ai pas pris de grandes décisions voilà, sur la suite. En tout cas, j'aimerais continuer, oui, c'est sûr. Parce que je pense qu'il y a des auteurs qui ont besoin de petites maisons. Et justement, de petites maisons qui seront des maisons exigeantes sur la qualité. Parce que parfois, ce n'est pas la peine non plus de. Enfin, il y a aussi de toutes petites maisons voilà, qui sortent un peu n'importe quoi. Enfin, et c'est dommage parce que l'auteur pense aussi que voilà, qu'il a fait un livre et puis finalement, enfin, c'est quand même bourré de fautes. Enfin, voilà, ce n'est pas un objet éditorial de ce nom, quoi. Donc, c'est. Voilà. Et il faut à la fois trouver le juste milieu, ne pas passer à côté de la pépite, mais en même temps, voilà, ne pas publier non plus n'importe quoi. Et compte tenu de la vogue des ateliers d'écriture, des stages d'écriture et tout le reste, est-ce que votre résidence se prêterait à être un lieu d'accueil des stages d'écriture? Parce que ça vous rapporterait un peu d'argent sans avoir un travail. Bah, pour l'instant, avec le... Donc, en fait, j'étais partie sur les commissariats d'exposition et je n'ai pas continué là-dessus, mais donc le Covid est arrivé et les musées ont fermé. Donc, c'est dommage parce que j'étais bien partie, il y avait 2 expositions en cours. Et c'est à ce moment-là que les écoles, enfin les établissements scolaires sont beaucoup moins sortis, parce qu'ils n'avaient plus le droit d'aller nulle part et de toute façon tout était fermé. Et ils ont fait appel à beaucoup plus d'intervenants pour venir. Et en fait, comment dirais-je, ce mouvement-là est en train de s'amplifier. Alors que le Covid, pour l'instant, n'est plus là. Mais les ministères, a priori, le ministère de la Culture, le Centre national du livre, faisaient déjà ça. Hein, dans le cinéma, il y avait des classes cinéma, etc. Mais dans le livre, je trouve qu'ils ont beaucoup amplifié le mouvement. Et désormais, je crois que, disons qu'un de leurs credos, c'est que désormais, les enfants, enfin les jeunes, si on veut les amener à la lecture, il faut qu'ils rencontrent des auteurs vivants, qu'ils viennent les voir. Voilà. Et donc, c'est vrai que là, ils ont mis en place des plans d'une certaine ampleur financière quand même, et qui effectivement changent un peu la donne. Et donc, désormais, là, il y avait donc, les premiers dont je vous ai parlé, là, les bourses de résidence, ce qu'ils appellent bourses de résidence à l'école, où effectivement, ils ont, donc, je ne sais pas, donné une centaine de bourses à peu près à 100 auteurs en France dans 100 départements. À son département, mais disons dans les départements, puis évidemment les départements les plus peuplés, quelques-uns. Du coup, moi j'ai beaucoup de chance, parce qu'en plus en Tarn-et-Garonne, il n'y a pas beaucoup d'auteurs jeunesse. C'est déjà un département peu peuplé. Et puis là, par exemple, j'ai été contactée par la MEL, la Maison des écrivains et de la littérature, c'est ça qui est apparu. Et pour le coup, ils vont lancer un programme là à partir de la rentrée, alors un peu sur le même système. Donc eux, ils ont décidé de partir sur la thématique de la nature. Et en fait, de sensibiliser les jeunes dans les établissements à la littérature qui parle de la nature, qui parle voilà, de l'écologie ou de ces thèmes-là. Et donc, ils ont sélectionné, alors eux, donc je pense qu'ils sont tombés sur moi grâce justement aux bourses de résidence à l'école,
Et donc, ils ont pris contact directement avec tous les auteurs qui les intéressaient sur le territoire pour leur proposer de participer à ça. Et de la même manière, c'est aussi une bourse qui sera versée pour un certain nombre d'interventions avec la même classe, enfin, avec le même établissement qui aura lui aussi candidaté de son côté. Donc apparemment, c'est des mouvements qui vont être réguliers. Ils instaurent ça pour que ça continue, puis peut-être qu'après, ils en feront plus, si ça fonctionne, parce que c'est aussi un moyen d'aider les auteurs, évidemment, qui manquaient, notamment sur les territoires. Parce que les auteurs à Paris, c'est encore différent. Oui, une question? Non? Peut-être que si. Si la technologie ne veut pas. Ah oui, bonsoir. Je disais, c'est une bonne idée, les auteurs à l'école, c'est bien pour intéresser les élèves. Ils peuvent raconter des contes, faire des poésies, raconter des histoires. C'est une bonne idée, les auteurs à l'école. Non, c'est sûr que en plus, les élèves accrochent vraiment, enfin, ils sont vraiment passionnés. À vrai dire, quand je leur raconte, parce que donc, je fais des interventions autour de mes albums, mais je fais aussi beaucoup d'interventions autour de Jules Verne. Les enseignants sont très fréquents. Ça marche très bien. Et vous leur racontez tout simplement 20 000 lieues sous les mers. Toute la salle écoute, hein. Même les plus agités. Les enfants, et quand je dis les enfants, même en 6e, même en 5e, ils sont encore ravis. Rien que je leur raconte, alors je ne passe pas mon temps à raconter dans les interventions, mais j'essaye de varier les activités. Les tomber, c'est pas l'objectif. Et c'est vrai que voilà, ils aiment tous les histoires, et ils aiment qu'on leur raconte, ils aiment rencontrer des univers, des imaginaires. Et simplement, c'est tellement sorti de leur quotidien. Et quand je fais des ateliers d'écriture, parfois c'est effrayant, quoi. Leur imaginaire ne tourne autour des pistolets, mais des intégrateurs, c'est de la science-fiction, quoi. Donc, c'est que, mais il y en a certains, c'est impossible de les faire sortir de ça. Non, mais là, on pourrait peut-être faire aller. Ouais, mais il y a trop de choses violentes, hein. Tous les Marvel, etc. Moi, par exemple, j'ai essayé de regarder les Gardiens de la Galaxie. Les Gardiens de la Galaxie, c'est bien de sortir. Donc, j'ai regardé pour voir. Ils n'arrêtent pas de s'entretuer. C'est la guerre permanente, quoi. Il y a beaucoup d'œuvres pour les jeunes qui sont trop dans la guerre, hein, ça c'est clair. Beaucoup de trucs science-fiction, comme tu dis notamment. Je suis tout à fait d'accord. Et en plus, les jeunes voient des choses qui parfois sont des œuvres très bien, mais qui ne sont pas du tout de leur âge. Et là, en ce moment, j'ai de grandes discussions avec des institutrices à 6-7 ans. Elles n'en peuvent plus de dire aux parents, il ne faut pas leur montrer des films qui s'apparentent à des films de guerre ou des films comme ça. Mais alors que, je ne sais pas, en tant que parent, ça ne viendrait pas à l'idée pour un enfant de 6-7 ans. Mais apparemment, il voit des choses extrêmement violentes. À un moment donné, on a fait, je vous disais, on s'est inspiré pour un atelier d'écriture, donc de la fleur de patience, qui est l'histoire d'un petit garçon qui va partir donc à la recherche d'une fleur de patience qu'il a vue dans un rêve, et il va faire un peu le tour du monde. Alors, il va découvrir toutes les fleurs les plus étonnantes. Donc, nous, on est parti sur la quête, évidemment, d'autre chose qu'on a inventé ensemble, et on a fait donc un tour du monde. Donc, je leur avais demandé un peu de me donner des noms de pays pour qu'on ait un peu une idée de quel parcours on allait faire. Et à un moment donné, je ne sais plus, quelqu'un a dû donner le nom de l'Ukraine, et alors ils étaient tous au courant et à fond, ils ont 6 ans, quoi. Ils ont 6 ans, ils sont encore petits, quoi. Et ils étaient tous... Oui, alors là, pour le coup, c'était des actualités. Et c'est vrai qu'ils étaient tous, ah oui, la guerre, l'Ukraine, je ne m'y attendais pas. Pour des 6 ans, je ne m'y attendais pas, je pense. Moi, pour moi, ils étaient encore un peu dans un univers enfantin, quoi. Oui, non, c'est ça. La télévision se regarde en famille, dans beaucoup de classes sociales, et donc les petits regardent avec les grands. Et puis surtout, ils ont accès par leur smartphone, ils ont accès à tout par leur smartphone. Difficile de l'éviter en même temps. Difficile d'éviter ça. En même temps, un gosse de 7-8 ans doit comprendre à quoi correspond un conflit. J'ai vérifié sur Internet, donc c'est un film qui est conseillé à partir de 12 ans. Quel film? Avatar. Ah oui, Avatar. Chez la moitié l'ont vu. Mais souvent. Mais c'est super violent, moi ça m'a fatigué, quoi. Alors il y a une partie un peu philosophique parce que le but de l'art c'est de proposer des visions, justement des choses positives, constructives. Mais notamment dans Avatar, moi j'ai vu le film, c'était la guerre, ils n'arrêtaient pas de s'entretuer pendant 2 heures à peu près sur 3 heures. Et puis en plus ce sont de très l'art, tu dis, c'est d'ouvrir des horizons positifs, écologistes. Parce qu'on se bat. Il n'y a pas de télévision, on a pas interdit la télévision, les élèves, il y a 50 ans, ils se battent. Et les institutrices disent souvent que quand elles ont des classes où il y a 4 ou 5 filles de plus que de garçons, elles vont avoir une année tranquille.
S'il y a 4 ou 5 garçons de plus que de filles, ça va être l'horreur. Mais après, c'est quand même une question d'éducation. Parce que Écoutez, j'ai 4 petits-enfants, tous bourgeois, bien comme il faut, mais ils se battent. Ils passent leur temps à se battre. Et puis il y a les jeux vidéo. Depuis qu'ils ont 4 ans, ils se battent. C'est effarant. Je vois sur vos montres qu'il est 8h30. Donc je propose qu'on. Le genre existe à la fin de la Mais là, peut-être bien. Je propose que vous ayez cette discussion depuis après. Moi, je voulais te demander aussi si finalement ta maison fait des livres numériques ou pas du tout. Moi, pour l'instant, j'ai choisi que non. Parce que l'essai, moi, j'avais envie qu'il soit en papier. La poésie, j'y croyais pas trop en numérique. Et les albums jeunesse, évidemment, personne ne lit à son enfant un album le soir sur le roman. Alors, du coup, comme j'ai un seul roman, lui, je ne l'ai pas fait en numérique. Après, effectivement, la plateforme propose tout à fait de le faire. J'ai encore un attachement au papier, j'avoue. Et puis, c'est surtout que le livre numérique, voilà, fait beaucoup de promesses et puis finalement, en France, ça ne marche pas tant que ça. Donc, si vraiment ça avait été un énorme succès et que désormais tout le monde lise sur tablette et sur liseuse, je l'aurais sans doute fait. Mais c'est vrai que je me suis dit que vu le type de livre que c'est et le type de style, c'était des gens qui, de toute façon, allaient plutôt lire sur papier. Je me trompe peut-être, mais voilà. Finalement, vous avez une vie extrêmement diversifiée. Oui, c'est ce que j'aime beaucoup. Dans tous mes postes, quand j'étais salariée, j'avais aussi cette diversité. Et finalement, je l'ai reproduite en étant... Il y a plus encore, en fait. J'ai eu la chance, j'ai souvent eu des postes assez étonnants. Je faisais un peu des choses diverses et variées. Sans parler du fait que, donc, pour avoir une résidence comme ça, etc., nous avons acheté une grande maison. Mais qui dit grande maison dit beaucoup de travaux quand même. Oui, notre budget n'était pas à la hauteur pour acheter du tout fait. Donc, voilà. Donc, du coup, je fais aussi beaucoup de travaux, beaucoup de choses annexes à la maison d'édition. Sciences Po Manatou. Exactement. Nicole, est-ce que tu as encore des questions? Non. Merci. Effectivement, c'est une aventure, quoi. Et puis on découvre un peu chaque jour. Voilà. Heureusement que vous n'avez pas fait l'INA. Je pense aussi, je n'étais pas faite. C'est ce que j'ai dit au directeur. Oui, le directeur de Sciences Po. Il m'avait suggéré que je pourrais faire l'INA, pas passer le concours. Elle a une leçon passion. Voilà, mais je ne me sentais pas. Je ne Vous sentais pas quand même. auriez choisi ministre de la Culture. Ouais. Oui, mais même il aurait fallu Paris. C'est pas forcément. Vous auriez été obligé de suivre les critères de sélection. Gérer les lignes. C'est ça. Voilà, c'est pas forcément. Je sais parce que j'ai fait des stages en institution culturelle ou autre. Enfin, voilà, on est de l'autre côté. Vous avez bien montré combien, en fait, c'est tellement stéréotypé pour entrer. Il faut cocher les bonnes cases. Si vous ne cochez pas les bonnes cases, on n'a pas la subvention. La subvention est uniquement pour un millier. Enfin, vous avez montré bien le limite du système institutionnel. Mais à la maison de Julien, qui était quand même là, un grand musée municipal et reconnaissance, à l'époque, nous travaillions avec la DRAC. Et alors, la DRAC a aussi un petit peu évolué. Alors, à l'époque, c'était, voilà, la DRAC, c'est livre, le cinéma, spectacle vivant, etc. Et alors, on a voulu lancer un Picardie. On a voulu lancer un grand nombre de spectacles comptés, donc avec des compteurs, donc pas du spectacle vivant, mais avec des compteurs pour adapter l'œuvre de Jules Verne par thématique. Donc, des compteurs sur l'Afrique, des compteurs sur le Grand Nord, etc. Eh bien, un projet comme ça semble bien sur le papier. Hein. Eh bien, non. Nous n'étions ni dans la case littérature, ni dans la case spectacle vivant, et alors les compteurs, n'en parlons pas, ils n'avaient pas de case du tout. Donc, du coup, on n'a jamais eu d'aide sur cette ligne-là. Et la DRAC nous disait tout simplement, parce que la DRAC nous soutenait, elle nous donnait un budget sur le livre, un budget sur d'autres projets, un budget sur l'édition aussi pour la revue Jules Verne, mais les spectacles de contes qui auraient été en plus celui où il aurait fallu le plus de sous, parce qu'on était obligé de rémunérer les compteurs, donc là pour le coup c'est des vrais cachets, et pour le coup non, on n'a jamais pu parce que la ligne n'existait pas. Elle n'a pas voulu créer une case sui generis. Elle n'aurait pas pu, elle ne voulait pas créer une case juste pour nous. Oui, c'est dépassé son entendement. Et donc, en fait, non, ils étaient toujours de bonne volonté, parce qu'en plus, on la connaissait bien, la personne, évidemment, on la voyait pour tous nos projets chaque année. Mais simplement, elle nous disait, moi, je ne peux rien faire, je n'ai pas de ligne sur laquelle prendre un budget pareil. On ne sait pas faire. Voilà. Donc, le transversal en France, c'est le multidisciplinaire. Donc, quand on veut être éclectique, il faut arriver à le gérer. On va presque pouvoir s'arrêter. Vous avez une question? Oui, d'accord. Je vous laisse le mot de la fin. On a fait qu'effleurer le sujet, mais on l'a effleuré plusieurs fois. Les auteurs, du coup, est-ce que
pour une maison d'édition de taille modérée comme la vôtre, est-ce que vous allez les chercher, ils vous sollicitent directement? Est-ce que vous êtes submergé par les propositions d'auteurs, comme on l'entend souvent? J'ai essayé de ne pas trop communiquer sur mon existence, notamment auprès des réseaux d'auteurs, notamment sur les réseaux Internet, parce qu'après, une fois qu'on est connu, après ça fait boule de neige, tous les auteurs seront pas ce moment. Et voilà. Je suis sollicitée, oui, parce que quand même, mon existence, puis j'ai aussi eu un article dans le journal, dans la dépêche du midi, donc du coup, les auteurs locaux m'ont tous contacté. Pour l'instant, j'avoue que la plupart des propositions que j'ai eues en direct étaient quand même de très faible qualité. Après, ma maison est tellement petite qu'effectivement, les auteurs de meilleure qualité s'adressent à d'autres maisons d'édition que la mienne, n'en ont pas entendu parler. Pour l'instant, ce n'est quasiment que des auteurs que j'ai sollicités. À part celui-ci qui vraiment m'est arrivé, voilà. Et puis il est arrivé par Jules Verne parce qu'il a entendu parler de moi, et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Mais sinon, pour l'instant, alors après, moi, je rêve bien sûr de recevoir la pépite, ce serait formidable, évidemment. On sait bien que, voilà, que certaines maisons ont eu un livre. La pépite, vous ne parlez pas vraiment. Oui, mais si vraiment, c'était un livre exceptionnel, je suis une très grande lectrice donc, depuis des années, donc si je voyais un livre formidable qui ait du potentiel, alors soit vraiment, je dirais à l'auteur d'aller plutôt frapper chez Gallimard, soit effectivement, dans ce cas-là, je me dirais, allez, on lance le coup, je fais quelque chose. Et dans ce cas-là, effectivement, ça vaudrait la peine si vraiment il y avait un livre, on sent qu'enfin, voilà, normalement, si on fait ce métier, c'est quand même qu'on sait reconnaître de la bonne littérature, enfin, en tout cas, on l'espère. Et voilà, si j'avais vraiment un livre formidable qui arrivait, et puis même si j'avais un livre ne serait-ce que déjà de bonne qualité, ce serait déjà pas mal. Et après, la maison d'édition, quand elle sera plus connue, il y aura plus de... Voilà, pour l'instant, j'avais un peu freiné parce que j'avais déjà des projets avec des gens que je connaissais, et ça m'arrangeait bien de ne pas en sortir plus que 2-3 par an. C'est déjà beaucoup de travail à gérer, à mettre en page, voilà. Et puis si on veut faire les choses bien, voilà, il faut passer quand même un certain temps sur chaque livre. Mais vous ne recevez pas alors des manuscrits d'auteurs? Si, j'en reçois. Mais pour l'instant, voilà, rien qui a été... Après, ça dépend. J'ai reçu aussi des albums jeunesse, des propositions d'albums jeunesse, mais comme je vous dis, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour pouvoir offrir un livre. Les cartonnés en France coûtent une fortune, dans des petites quantités. Donc après, je ne pouvais pas non plus offrir à l'autrice quelque chose de formidable. Donc je l'ai plutôt incité à aller voir ailleurs, alors que son projet était plutôt bien. Et après, là, vous avez aussi tous les gens qui ont écrit dans leur chambre, qui vous écrivent. Parce que c'était les locaux, puisque c'est eux qui ont eu accès à l'article, en fait. Puisque je n'ai pas fait beaucoup plus de publicité que ça pour l'instant. Mais c'est pareil, la résidence d'écrivains, on a commencé à avoir des candidatures spontanées intéressantes au bout de 5 ans, à peu près. Maintenant, quasiment tous ceux qu'on reçoit sont des candidatures spontanées, mais de gens vraiment bien. Mais effectivement, c'est parce qu'après, c'est du bouche à oreille. Un auteur qui a été content de sa résidence va dire, mais tu sais, quand il croise les gens sur les salons du livre ou ailleurs, il leur dit, mais là-bas, la résidence est bien, et puis toi, il connaît la qualité, donc il sait que l'auteur a une chance d'être accepté, parce qu'on prend quand même que des gens d'une certaine qualité. C'est quoi une résidence bien? C'est que le paysage est joli? C'est quoi? C'est des gens rigolos, qui vous accueillent correctement, qui ne vous font pas des frais cachés, parce qu'il y a de tout dans les résidences. Et en fait, il y a les grandes résidences qui ont pignon sur rue, on avait la Médicis ou ailleurs, et puis après, chez les petits, on ne sait pas vraiment chez qui on toque. Donc du coup, ils savent très bien que chez nous, tout est carré, qu'ils sont bien accueillis, qu'il y a des manifestations réellement organisées, des soirées littéraires intéressantes avec du public, parce que parfois, ils se retrouvent dans des conditions, avec que 3 personnes. Et puis, ils se sont aussi beaucoup développés ces derniers temps, ces dernières années, les résidences comment on appelle ça d'ailleurs? Les résidences d'action ou les résidences d'intervention. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Donc, en fait, c'est souvent développé au niveau des communautés de communes ou des grandes communautés d'agglomération. Et alors, souvent, ils font ça avec plusieurs artistes en même temps. Il y a des auteurs, mais pas forcément que des écrivains ou du monde de l'écrit. Et alors, ils les embauchent, parce que c'est vraiment le terme, donc pour une résidence qui se fait souvent plusieurs mois, 3-4 mois. Et pendant 3-4 mois, c'est à peu près... moi, j'ai vu ça, j'en ai géré une, en fait, dans un autre métier que j'ai eu, dans une chartreuse de Neuville, quand j'étais dans le Nord. Et donc, j'en ai géré une. Et là, du coup, les auteurs ont 1 jour de congé par semaine. Et les 6 autres jours, moi, ils faisaient 3 interventions par jour. Pendant 4 mois. Et dans les lycées? Et ils gagnent de quoi vivre toute l'année et écrire des livres pendant le reste de l'année. Dans des collèges et des lycées alors? Partout.
Ils vont sur la plage faire un atelier grand public, ils vont faire des lectures dans toutes les médiathèques de tout le département. Chaque jour, ils ont quelque chose, ils vont dans les maisons de retraite, dans les établissements scolaires, dans toutes les académies, dans toutes les associations, dans tous les lieux où on peut leur trouver quelque chose. Et du coup, je vous dis, c'est à peu près 3 fois 6, 18, quasiment entre 15 et 20 interventions par semaine. Et ils font quoi? Ils ont lu? Tout dépend de leur spécialité, parce que ce sont des artistes de tout type. Mais donc, quand ce sont des écrivains, oui, ils vont faire des ateliers d'écriture beaucoup. Voilà. Mais alors, voilà, c'est un temps donné, mais les auteurs le font parce que voilà, en 3 mois, ils gagnent de quoi vivre le reste de l'année et pouvoir écrire un livre et pouvoir. Souvent, ils sont très contents parce qu'en plus, ceux qui font ça, ce sont évidemment des gens qui aiment quand même le contact avec le public et qui sont prêts à le faire. Hein. Les auteurs qui aiment que travailler dans leur chambre tout seul, ils ne vont pas faire ce genre de résidence. Mais voilà, mais c'est sûr que c'est aussi une opportunité extraordinaire de rencontrer du public, de faire connaître son œuvre, de faire plein de choses et de gagner aussi de quoi vivre, puis aussi une certaine reconnaissance institutionnelle, parce que si ça s'est bien passé, on peut aussi vous le reproposer l'année d'après, ailleurs, parce que donc c'est devenu assez à la mode quand même dans les communautés de communes, à peu près cette échelle-là. Parce que du coup, c'est la taille suffisante pour intervenir à peu près partout sur le territoire. Et est-ce que le cahier des charges, lorsqu'ils s'écrivent, prévoit un thème, un engagement à écrire sur le terroir, sur l'environnement, sur le... Alors effectivement, vous avez raison de le dire, il y a certaines résidences qui le font. Ou pas. Je sais qu'à Saint-Nazaire, ça marche très bien, ça. Ils sont vraiment accueillis, mais il faut écrire le polar sur l'environnement de la ville. Il y a un petit peu un échange de bons procédés entre l'accueil et le décorum qui promeut le territoire. La ville de Montauban fait ça. Il y a maintenant une résidence qui dure 2 mois par an. Il y a un appel à candidature. Et effectivement, eux, il y a quelques interventions. Ce n'est pas une résidence d'intervention comme je vous décris, c'est aussi une résidence d'écriture. Et effectivement, c'est sur un thème donné, qui alors chaque année peut varier. Ça doit se passer effectivement dans le cadre de la c'est ville. Soit un thème, soit le cadre de la ville qui vous accueille, ou de la région, du terroir. Donc nous, effectivement, en tant que résidence, on était vraiment partis sur la liberté totale. D'accord. Voilà. Alors du coup, on demande aux auteurs de nous laisser un texte court, d'une page ou 2, libre de droit, et une partie des écrivains, en fait, l'écrit sur ses impressions ou sur la résidence, même quand c'est sous forme de fiction ou autre. On a un poète qui nous a fait une très jolie neuvaine à la ferme des lettres, qui est inédite, on est très contents. On a ce genre de choses. Après, pour les auteurs étrangers, c'est plus compliqué. Ils nous laissent leur page dans leur langue, dans laquelle ils écrivent. Donc, par exemple, la page polonaise, on l'a toujours pas traduite, fait traduire. Donc, parce qu'en plus, ils ne parlaient pas français, donc ils ne pouvaient pas se traduire lui-même. Ils ne parlaient qu'anglais pour le coup. Enfin, très très bien anglais, mais on avait un traducteur pour les interventions, que le polonais ne maîtrisions pas. Et après, nous avions eu aussi une autrice syrienne qui avait été parmi les premiers réfugiés. Et alors, elle apprenait le français, mais elle parlait mieux anglais que français. Puis évidemment, elle écrivait en arabe. On a fait une magnifique d'ailleurs soirée de lecture franco-arabe à 2 voix qui se répondaient. Et elle nous a laissé son texte en arabe. Donc oui, normalement, c'est dans notre charte, on demande quelque chose. Après, c'est vrai que maintenant qu'on a donc renoncé au système de Centre national du livre, parce que c'était un peu complexe de monter les dossiers, surtout que c'était moi qui faisais tout, parce qu'un auteur polonais, c'est compliqué de lui expliquer l'administration française et de remplir 10 pages. Parce que donc, le Centre national du livre a mis en place un système numérique où les auteurs remplissent un très long dossier, et une fois qu'il est fait, il est fait. Et ensuite, ils demandent des bourses ou tout ce qu'ils veulent comme aide, ils n'ont plus jamais à remplir leur numéro de sécurité sociale, etc. Et pour les auteurs étrangers, le souci, c'est qu'ils ont ce gros dossier à remplir, alors qu'ils ne demanderont probablement jamais d'autres aides au Centre national du livre en France. Donc, et c'était à moi de le faire. Et après, c'est pareil, c'est toujours des questions d'incompréhension. C'est-à-dire, pour expliquer à l'administration française qu'en Pologne, il n'y a pas de RIB, c'était très compliqué. C'est très, très compliqué. Il n'y a pas de RIB, ça n'existe pas. Donc c'est une lettre de la banque, il n'y a pas d'autre solution, puisqu'il n'y a pas de RIB. Voilà. Et rien que cette petite chose m'a pris plusieurs coups de téléphone à Paris pour essayer d'expliquer que non. Parce qu'en plus, vous savez, c'est automatique avec le numérique. Donc, si vous ne mettez pas une pièce jointe, ça ne marche pas, puisque vous n'avez pas la pièce jointe. Voilà. Et puis en plus, maintenant, c'est terrible, puisqu'avec les RIB, justement, il y a la reconnaissance du RIB automatique. Et du coup, ils voient que ce n'est pas un RIB. Parce que si vous mettez une autre pièce disant le monsieur n'a pas de RIB parce qu'il n'est pas dans un pays où il y en a, ça ne marche pas. Il ne reconnaît pas il reconnaît que ce n'est pas un RIB, ça ne marche pas. Donc,
Voilà, donc après, ça demandait beaucoup de travail. Donc, on s'est rabattu sur les bourses d'Occitanie et de lecture qui sont, enfin voilà, c'est beaucoup moins d'administration, même quand c'est un auteur étranger. Et donc, voilà, donc on fait plutôt ce système-là. Et donc, dans ce cas-là, ils viennent longtemps. Mais c'est vrai que comme on a arrêté le système du Centre national du livre, on a aussi donné beaucoup plus de liberté à nos auteurs. Ils peuvent désormais venir un temps beaucoup plus court. Dans ce cas-là, on ne leur exige aussi pas forcément. Enfin, voilà, quand ils viennent qu'une semaine pour travailler, on ne va pas leur demander en plus, déjà qu'on leur fait une soirée, qu'il faut qu'ils participent à la soirée, qu'ils les organisent, on ne va pas leur demander des textes en plus et des choses en plus. On estime qu'ils sont là pour travailler à leur travail. C'est comme ça qu'ils sont quittés. Donc, je pense que